Déjà, merci Sentience Rennes pour l'invitation et merci à tous de venir passer votre mardi soir avec nous pour réfléchir sur plein de sujets intéressants. Peut-être je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Victor Durand-Lepeuch et je suis le créateur et animateur d'un podcast qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau et c'est le podcast contre le spécisme. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, il y a une exclue ce soir. Je viens de recevoir des stickers pour le podcast que vous pouvez coller sur vos ordis ou en faire de la propagande dans les rues ou sur vos campus ou dans vos assos où vous voulez. Et du coup, là j'en ai plein avec moi et n'hésitez pas à en prendre après. Je vais mettre ça avec, je crois qu'il y aura un stand en plus, il me semble, donc je vais les laisser là et puis vous pouvez les emporter autant que vous voulez. Voilà. Ma conférence ce soir, elle porte sur un peu un concept qui émerge un peu, une façon de se représenter l'écologie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle de plus en plus de vivant, on en parle à tout va, et pas mal des figures qui sont connues, les figures en fait les plus en vogue de l'écologie politique, parlent énormément du vivant. On parle de protéger le vivant, on parle de préserver le vivant quand on veut parler de biodiversité, se préoccuper du vivant, l'extinction du vivant, voilà, c'est y compris des gens connus sur YouTube par exemple, des personnalités comme Camille Etienne, Salomé Saké, quelqu'un comme Cyril Dion qui est le réalisateur qui a fait le film Animal, je ne sais pas si vous aviez vu passer ce film. Voilà, donc des gens assez connus et en fait ça impacte la formulation même des problèmes, de la façon de parler de l'écologie en général, de tous les problèmes qui ont trait à l'écologie. Donc c'est intéressant de voir ce qu'il en est par rapport à ce paradigme qui émerge du vivant dans son rapport à la question des animaux, qui est moi la question que je connais le mieux et que je traite dans le podcast Comme un poisson dans l'eau. Donc en fait, la première question que j'aimerais soulever ce soir, c'est est-ce que les personnes qui théorisent un peu, parce que ça n'a pas émergé pour rien ce paradigme, il y a des gens qui réfléchissent et qui vulgarisent et qui essaient de mettre en avant ce concept de vivant-là. Et ma question c'est est-ce que c'est nos alliés naturels? Et quand je dis nos alliés naturels, c'est du point de vue de l'antispécisme. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est le spécisme et l'antispécisme si vous ne connaissez pas. Mais globalement, disons, du côté des personnes qui se battent pour défendre les intérêts des animaux. Alors, mais déjà, il faut un peu plus identifier quelle est cette galaxie du vivant. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis mes lunettes et que ça va être fatigant de devoir lire sans mes lunettes. Alors, voilà, ce sera plus facile pour moi. Et ce sera plus qualitatif pour vous aussi. Hop. Donc il faut déjà pouvoir identifier quelle est cette galaxie du vivant. Alors, dans les personnes qui ont mis en avant ce paradigme du vivant, il y a notamment des figures, certaines connues plus que d'autres. Pour avoir une petite idée, qui parmi vous a déjà entendu parler de Bruno Latour, à main levée? Ouais, pas mal de monde, ok. Qui a déjà entendu parler de Baptiste Morizot? Ouais, un tout petit peu moins. Qui a entendu parler de Philippe Descola? Ouais, un peu plus, ok. Et Vinciane Després? Ouais, elle est un peu moins connue. Hein. Et Natacha Martin, je pense que presque personne potentiellement. Ouais, moi je l'ai découverte récemment. Mais en fait, c'est un peu ces personnes-là, notamment qui sont les figures parmi les plus importantes de cette pensée du vivant, qui sont réunies dans ce petit livre qui est paru récemment par un journaliste à la rubrique Idées du Monde, qui a fait en fait une série d'entretiens avec les penseuses du vivant, et qui du coup a un peu cristallisé les figures qui en font partie, en les mettant en avant et voilà, en les interrogeant sur leur spécialité. Cette galaxie du vivant, il y a aussi du coup, pour transmettre des idées et les faire exister, en général ça passe plutôt par des livres, donc il faut des maisons d'édition. Alors il y a deux maisons d'édition en particulier qui ont fait un grand travail pour faire avancer, émerger ce paradigme-là. Il y a la maison d'édition Actes Sud qui fait des magnifiques couvertures. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais vraiment c'est ce que je trouve de plus beau dans les sorties éditoriales. C'est Actes Sud, à chaque fois c'est magnifique et je vais vous les reprojeter régulièrement parce que en fait une des collections, notamment cette collection-là, Monde Sauvage, pour une nouvelle alliance à Actes Sud, il y en a une deuxième un peu moins importante, mais surtout cette collection-là, elle est très très représentative de ce dont je vais vous parler ce soir.
C'est pour ça que je vais vous les remontrer, c'est souvent certaines des couvertures des livres. Mais ça ne suffit pas d'avoir des livres pour faire avancer des idées. Il faut encore qu'il y ait des relais pour faire connaître ces livres, pour inviter les autoristes dans les médias, et donc des relais médiatiques. Et alors là, on a un peu différents médias, pour la plupart, disons, un peu de gauche, des médias indépendants, mais pas que. Voilà, Reporter fait pas mal, parce que Reporter, c'est le média de l'écologie, je ne sais pas si vous le connaissez, mais du coup, ils font aussi beaucoup pour faire avancer les idées de l'écologie, et donc en particulier ce paradigme-là du vivant, où ils font des entretiens, notamment voilà, avec Baptiste Morisot, Natacha Martin. Social Terre a confié à Baptiste Morisot la responsabilité éditoriale d'un numéro entier de 200 pages. Baptiste Morisot, je vais beaucoup parler de Baptiste Morisot ce soir, soyez prêts. Il est aussi beaucoup invité à France Culture, en général à chaque sortie de livre. Il y a eu un long entretien avec Bruno Latour, qui est décédé récemment, je crois qu'il y a 1 an, Bruno Latour est décédé, et je crois que c'était le dernier, pour ça qu'ils appellent ça l'ultime entretien. Voilà, Vinciane Després qui est aussi invitée à Mediapart. Il y a plus de médias que ça, évidemment. La rubrique Idées du Monde, avec notamment le journaliste Nicolas Truon, dont je vous ai parlé. Et évidemment, il faut encore plus de choses. Il faut des événements, des podcasts, voilà, des films, plein de choses pour faire exister un peu un paradigme. Donc, le film Animal, dont je vous ai parlé notamment, Agir pour le vivant, c'est un festival qui a lieu tous les étés, et qui invite énormément de figures différentes, avec plein de choses, très artistiques aussi. Il y a tout qui est disponible sur leur Instagram. Il y a notamment un des podcasts qui met en avant les mêmes figures, les mêmes idées, c'est le podcast Vivanteux. Et il se trouve que le podcast est produit en fait par Agir pour le vivant, et que le festival Agir pour le vivant est en fait co-géré par les éditions Actes Sud. Donc vous voyez que c'est un peu tout un écosystème qui est connecté, avec un peu les mêmes acteurs et les mêmes actrices qui font exister ce paradigme-là. Et en fait, une chose, je ne vais pas vous donner des noms parce que ce sera que des noms qu'on ne connaît pas forcément et que moi je ne connaissais pas avant d'aller essayer de faire un peu une recension systématique de qui sont les actrices qui font émerger ce paradigme, mais c'est intéressant de les classer un peu. Il y a des grandes catégories qui semblent émerger dans les figures qui mettent en avant ce paradigme du vivant. Il y a pas mal d'anthropologues, d'où notamment la présence de Philippe Descola. Alors, c'est son œuvre qui est utilisée en faveur du paradigme du vivant. Il n'a pas forcément lui-même contribué directement. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Mais il y a d'autres anthropologues qui participent. Natacha Martin notamment, c'est une anthropologue. Bruno Latour, il a un peu fait de l'anthropologie. Il y a des naturalistes, donc les gens qui vont étudier, avoir une bonne connaissance empirique des autres animaux, des éthologues aussi. Il y a un versant plus artiste, écrivain, écrivaine. Et il y a aussi des spécialistes de la biologie végétale. Vous verrez que plus tard, je vais vous reparler de ces catégories et que ce n'est pas anodin en fait qu'il y ait ce genre de profession, ce genre de personnes, ce genre de compétences et d'expertise en fait pour faire avancer ce paradigme-là du vivant. Et ça implique une perspective particulière finalement sur la question. Et donc, je vais beaucoup, comme je vous ai dit, vous parler de Baptiste Morisot, tout simplement parce que c'est un cas d'école en fait de ce qu'est la pensée du vivant et de ce que moi je vais critiquer dans cette pensée du vivant ce soir. Déjà parce que c'est un des plus influents, c'est en général, quand les journalistes réfléchissent à qui inviter pour parler du vivant, ça va être Baptiste Morisot si c'est un philosophe. Il est philosophe, hein, Baptiste Morisot. Il est aussi assez représentatif tout simplement du reste de ce qui est produit dans cette nébuleuse-là. Il y a évidemment des distinctions, il y a des particularités, mais globalement il représente bien les idées de ce dont je vais vous parler ce soir. Et aussi parce que récemment il nous a fait le cadeau, nous antispécistes, de préciser ses positions vis-à-vis des animaux très précisément, et notamment de se positionner vis-à-vis de ce qu'est l'antispécisme dans son dernier livre qui est publié récemment, L'Inexploré. Et moi je vais vous mettre pas mal de citations aussi de ce livre ce soir, parce qu'en fait il consacre tout un détour, ce qu'il appelle des détours, en fait c'est les annexes à la fin de son livre. Et le troisième détour, la dernière annexe, c'est 30 pages où il présente plus en détail ses pensées, que jusque-là il avait parfois esquissé un peu ce qu'il pensait de la question. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de détailler, et là il nous a fait ce cadeau d'être très clair sur ses positions. Et vous allez voir qu'il a des positions assez tranchées sur ça. Et donc c'est une bonne occasion, parce que les autres personnes de cette galaxie-là n'ont pas toujours pris la peine finalement de préciser leur position par rapport à ça. Et globalement, donc, la question que je soulève dans cette première partie, c'est est-ce que c'est nos alliés? Et moi j'ai envie de dire, on s'attendrait que oui, qu'a priori ils soient au moins sympathiques aux personnes qui luttent contre le spécisme. Donc le spécisme, c'est la discrimination ou l'oppression qu'on fait sur les autres animaux. En gros, c'est l'exploitation
des autres animaux, notamment le fait qu'on les élève pour les manger, qu'on utilise leur chair, qu'on utilise leur peau, qu'on utilise leurs poils, qu'on utilise tout ce qu'on peut utiliser en fait chez les autres animaux sans jamais prendre en compte leurs intérêts, y compris leurs intérêts les plus fondamentaux. Donc, concrètement, c'est ça le spécisme. Et donc les antispécistes, c'est les personnes qui luttent contre ce système social d'asservissement permanent, de domination des autres animaux. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair dans votre tête. Et notamment, en général, une philosophie antispéciste, c'est ce qui nous mène à adopter le véganisme, qui est la mise en pratique de ces principes-là antispécistes, et donc de ne pas vouloir, de refuser finalement dans nos pratiques quotidiennes cet asservissement des autres animaux. Et donc on penserait que ces figures-là, qui sont écologistes, seraient a priori au moins sympathiques à la lutte contre le spécisme. Déjà parce qu'elles luttent contre ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, c'est le fait de penser toutes les questions en partant de l'humain. Et aussi cette idée de considérer que l'humain est supérieur, est hors de la nature, est supérieur et peut tout dominer. Et donc de projeter finalement notre supériorité sur le reste du vivant, sur le reste de la nature, et de pouvoir tout asservir sans jamais considérer autre chose que nos propres intérêts. Donc ces figures-là, elles sont assez critiques de cet anthropocentrisme. Je vais vous expliquer plus en détail plus tard. Et elles invitent à ce qu'on arrête de penser que l'humain est au centre et domine tout, au centre de tout, et un être supérieur dans le monde. Ces figures-là aussi, on s'attendrait à ce qu'elles soient sympathiques à la lutte contre le spécisme, parce qu'elles parlent énormément des animaux. Vous allez le voir, je vais vous remontrer régulièrement les livres. Il est tout le temps question d'animaux dans leurs écrits, dans leur production éditoriale, dans leurs réflexions. Et enfin, un dernier point, elles proclament vraiment vouloir lutter pour tous les vivants, pour le vivant. En général, c'est le vivant au singulier qui est utilisé dans leurs propos. Et aussi, ils proclament vouloir prendre en compte la question des discriminations, mais plus souvent en fait les discriminations intra-humaines, pour ne pas penser à un projet de l'écologie qui ait des énormes biais, par exemple qui ne voit pas du tout la question dont l'écologie est connectée à la question du colonialisme, ou la question du racisme environnemental par exemple, ou à des questions comme ça. Ces figures-là, en général, c'est des figures qui se clament de gauche et qui se disent être sensibles à ces questions-là et vouloir condamner toute forme de discrimination. Donc ça fait 3 bonnes raisons pour lesquelles on s'attendrait à ce que ce soit des figures qui soient aussi opposées à la discrimination contre les autres animaux, à l'oppression des autres animaux. Alors regardons ce qu'il en est, avec une série de citations finalement de ces figures. Alors déjà, Baptiste Morisot nous dit dans un de ses livres, Manière d'être vivant, en faisant basculer les animaux sentients dans la catégorie des personnes, l'antispécisme rejoue et pérennise ce dualisme qui condamne tout le reste, les végétaux, les animaux non sentients, les milieux, à rester de la nature ressource, des moyens pour les personnes, humaines et animales désormais. En prétendant révolutionner la morale moderne, il pérennise sa structure la plus toxique. Donc a priori, il dit qu'il est du côté des animaux, mais en tout cas il n'est pas du côté de l'antispécisme. Il est très critique vis-à-vis de l'antispécisme. Donc on verra plus tard si c'est une critique fondée ou si c'est pas juste une façon facile de rejeter le mouvement de défense des intérêts des animaux. Bon, vous voyez déjà la réponse dans la question, évidemment. Ensuite, qu'en est-il de Vinciane Després? Alors Vinciane Després, elle écrit « N'y a-t-il pas d'autre solution que ces deux branches d'une alternative aussi peu imaginative? L'humain est un animal pas comme les autres, d'un côté, et l'humain n'est qu'un animal comme les autres, de l'autre. L'humain n'est pas un animal comme les autres, pas plus que les corbeaux, les éléphants et les cachalots, mais j'ai le sentiment que c'est également ce que négligent nombre de libérationnistes et d'antispécistes. Bruno Latour remarquait que les antispécistes, parce qu'ils essayent de ramener tous les vivants à la vision morale des humains, tendent à complètement ignorer la multiplicité des manières de vivre et d'être moral. » Donc là, selon Vinciane Després, en fait, être antispéciste, c'est ne plus savoir considérer la diversité des situations, et donc elle n'est pas du côté de l'antispécisme. Ensuite, le dit Morisot qu'elle cite, et qui est une figure vraiment de forte influence, de référence dans cette pensée-là du vivant. Elle a eu un impact énorme, en fait, une influence gigantesque sur cette pensée-là, mais en fait sur une grosse partie de la pensée de l'écologie actuelle, contemporaine en France du moins. Mais même à l'étranger, il a eu assez de succès aussi aux États-Unis par exemple. Lui, il écrivait dans une tribune au Monde, chose intéressante, l'antispécisme est en décalage complet avec le tournant des sciences sociales vers la compréhension des autres espèces, loups, forêts, champignons, plantes, microbes ou chiens, qui transforment si profondément l'anthropologie. Dans ces mouvements, qu'on appelle en anglais multi- ou interespèces, le but n'est pas de ramener tous les vivants à la seule conception humaine de la moralité, mais au contraire d'apprendre des autres espèces qu'il y a bien d'autres façons d'exister, et bien d'autres manières d'être moral. Anti- ou multispécistes, deux manières opposées de combattre la morgue des humains.
Et lui donc se place du côté d'une alternative, d'un projet alternatif à l'antispécisme, qui serait le multispécisme, et il fait un peu la même critique que Vinciane Després, de dire les antispécistes, ils appliquent leur grille qu'on applique aux humains de moralité, ils veulent plaquer ça sur les animaux plutôt que de considérer leur diversité. Et il en fait un argument pour dire que l'antispécisme serait dévoyé, que voilà, ce serait assez critiquable comme façon de réfléchir sur la situation des autres animaux. Et vous voyez émerger un peu ce paradigme chez dans toutes ces prises de parole de rejet de la morale un peu aussi, on va en revenir à cette question-là. Et enfin Nicolas Truon, qui était donc le journaliste qui a coordonné l'ouvrage, enfin qui avait mené les entretiens avec les penseuses du vivant et qui en a tiré l'ouvrage qu'on a vu. Et lui donc il cite un spécialiste de la biologie végétale, Emmanuel Coccia, en disant qu'il se montre sévère avec la criminalisation de la nutrition par l'antispécisme et certaines formes de véganisme, parce que l'alimentation est cet acte de réincarnation qui fait que tous les vivants prennent le corps des autres et donnent aussi le corps aux autres. Donc lui aussi, pas du côté des antispécistes. Donc, ce que j'aimerais vous rendre sensible, c'est qu'en fait, effectivement, il ne se positionne pas du tout du côté de l'antispécisme, mais c'est pas faute de parler des animaux, et c'est pas juste un oubli. C'est pas comme s'il théorisait un projet d'écologie et qu'ils n'avaient pas pensé à inclure la question animale. Ça pourrait être excusable, on ne peut pas toujours penser à toutes les questions à la fois, et que peut-être que par manque d'information, quand on leur pose la question en interview, bon, ils disent des choses assez malheureuses, assez maladroites, assez mal informées, mais parce qu'en fait, c'est pas intégré à leur projet et qu'on leur pose une question qui est peut-être sans lien. En fait, c'est pas ça du tout dont il est question. C'est pas un oubli, c'est vraiment connecté. Ils utilisent leur théorisation, les idées qu'ils mettent en avant pour théoriser le vivant. Selon eux et elles, c'est une conséquence directe de cette pensée-là du vivant qui mène au rejet de l'antispécisme ou aux critiques de l'antispécisme. C'est vraiment connecté, et c'est en cela que finalement c'est la pensée du vivant elle-même telle qu'elle est théorisée actuellement qui est opposée à l'antispécisme. Je vais vous le montrer au fil de la conférence. Et aussi, du coup, ces figures-là, alors elles sont spécistes vu qu'elles ne sont pas antispécistes, elles ne sont pas du côté de la libération animale. Et c'est pas juste du spécisme, c'est pas comme le spécisme peut-être de nos proches, de vos membres de la famille, de certaines personnes qui sont juste pas informées ou qui n'ont pas eu l'occasion de tomber sur ce sujet-là ou qui ont un peu leur biais parce qu'on est dans une société spéciste. C'est pas du spécisme ordinaire ou anodin. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, c'est des idéologues. C'est des personnes qui produisent de la pensée, qui ont un impact dans le débat public, qui sont censés rechercher la vérité, la justice, l'égalité, surtout dans leur projet qui est un projet politique, qui est censé être émancipateur, l'écologie politique. Et donc, si leur projet ne l'est pas réellement, ils ont cette responsabilité-là, en fait. Ils ont la responsabilité de leurs propos et des conséquences que peuvent avoir leurs pensées sur le monde et dans les projets politiques qui s'en suivent. Donc, c'est pas juste le spécisme de mes parents, par exemple. Vu qu'il a des conséquences bien plus importantes, il y a une forme de responsabilité intellectuelle, finalement, dans leurs propos. Alors, a priori, pas les alliés de l'antispécisme, pas les alliés des animaux, mais voyons exactement pourquoi, en fait, en quoi leur pensée, quels éléments dans leur pensée les poussent, les mènent à rejeter l'antispécisme et à rejeter finalement la défense des intérêts des animaux au sens premier. Et avant ça, j'aimerais juste vous faire, qui dans la salle connaît Insolente Veggie, Rosa BD, qui fait des super BD? Ouais, je suis content qu'il y ait pratiquement tout le monde qui connaisse. Jetez-vous sur ces BD si ce n'est pas encore fait, c'est bientôt Noël, achetez-les à toute votre famille. Il y a un gros pavé, l'intégrale, moi que j'avais offert à mes parents, qu'ils ont lu du coup. Et c'est un très bon cadeau de Noël si jamais. Un peu militant, un peu pour bousculer les biais de votre famille. Et elle a une façon très précise de dire les choses en mettant les choses en relief. Et notamment, elle avait fait tout un thread sur Twitter, une série de tweets, en disant que les takes éclatés de la gauche sur l'antispécisme, ça sonne comme ça pour moi, et dans quelques décennies, ça sonnera probablement comme ça pour tout le monde. Et comme ça c'est en fait des takes éclatés sur la question du sexisme d'il y a plusieurs années, ou plus tard 1944, qui j'espère, là dans la salle, choquent absolument tout le monde. J'espère qu'on est tous choqués par si vous avez le temps de rapidement lire ce qui est écrit, c'est vraiment, il n'y a rien qui va. Et en fait, le problème, c'est que je vous mets ça pour vous rappeler qu'on n'a pas les mêmes anticorps, il n'y a pas une même avancée du mouvement féministe, enfin du mouvement antispéciste par rapport au mouvement féministe. On n'a pas les mêmes anticorps, on n'a pas le même degré d'être choqué face à des choses qui nous choquent légitimement, qui sont absolument
affreuses et inégalitaires, qui sont des propos de suprématie, d'affirmation de la supériorité de certains humains, enfin de certains individus par rapport à d'autres, les humains par rapport aux autres animaux. On voit un peu plus maintenant, parce qu'on a une meilleure, des anticorps féministes qui se sont développés dans notre société. Et le problème, c'est que dans l'état social, dans l'état de la société actuelle, le spécisme est tellement développé, est tellement omniprésent, est tellement majoritaire, est tellement dominant qu'on n'a pas les mêmes anticorps vis-à-vis du spécisme. Et donc il y a des personnes qui peuvent avoir des propos affreusement spécistes et en fait personne ne va être choqué dans la salle. Donc je mets ça comme un rappel à autorisez-vous à être légitimement choqué par toutes les citations de la conférence. Voilà. C'est à la hauteur de ce qui est dit. Et ben là, on rentre en plein dans le vif du sujet avec une citation de Baptiste Morisot justement dans son dernier livre où il dit « Tout le débat de philosophie morale est donc clos ici en une phrase sereine. Non, ce n'est pas un crime de manger des animaux, ni de les élever en partie pour cela, ni de les chasser. Voilà, rien d'autre à dire sur ce sujet précis. » Ça vous donne une petite idée d'à quel point il est péremptoire sur le sujet, très sûr de ses affirmations, pas une once de doute sur la légitimité potentielle de l'antispécisme ou de la légitimité de ses propres positions par rapport à ça. Et ça fait une bonne entrée finalement dans tout ce qui suit, qui est chez Baptiste Morisot l'affirmation la plus crue, la plus nue de la domination humaine, de la suprématie des humaines sur les autres animaux. Il en est choquant vraiment dans ce qu'il affirme, tellement c'est peu justifié, tellement c'est péremptoire, tellement c'est absolu, sans une once de bon argument qui tienne la route in fine. Mais ça, j'ai encore à vous le montrer, disons. Alors, je n'ai pas descendu dans mes notes au fur et à mesure. Alors, je vais maintenant vous passer en revue. Il y a 4 en fait, grands éléments qu'on retrouve dans la pensée du vivant qui expliquent pourquoi ça mène à un rejet de l'antispécisme et qui, selon moi, montrent les failles de cette pensée-là. Voilà, c'est des éléments qui sont répandus. Déjà, je vous l'ai dit plus tôt, ces personnes-là critiquent l'anthropocentrisme. C'est vrai, ils offrent une vraie critique, une vraie dénonciation d'un certain anthropocentrisme. Ils appellent à... Ça c'est hérité justement de la pensée de l'anthropologue Philippe Descola, qui a analysé comment finalement les formes de pensée dominante, d'ontologie, c'est-à-dire de description de comment est le monde, comment sont les choses dans différentes sociétés, et la façon... et il montre que les sociétés occidentales sont dans un naturalisme de penser que voilà une forme de dualisme entre la nature et la culture, de penser l'humain comme et la culture donc parce que l'humain forcément du côté de la culture comme détaché du reste de la nature et comme du coup pouvant dominer parce que c'est 2 ordres différents et l'un subordonné par rapport à l'autre avec ce serait au fondement de la domination finalement de tout l'ordre naturel par les humains, et ce qui permet l'exploitation finalement de tout le vivant, de toute la nature. Donc lui, il a été assez critique de ça finalement. Il a dit que voilà, les apories, à quoi cette pensée-là pouvait mener, de penser tout en termes de dualisme, nature d'un côté, culture de l'autre. Donc ça semble effectivement une dénonciation pertinente de l'anthropocentrisme. Mais en fait, c'est pas suffisant. Et ce dépassement-là, il est incomplet dans la pensée du vivant. Et j'aimerais vous convaincre de pourquoi. Et le fait est que, en fait, la raison pour laquelle c'est incomplet, c'est qu'il ne suffit pas juste d'identifier ces 2 grandes catégories et de contester un peu ce dualisme entre nature et culture. En fait, c'est incomplet si on ne va pas regarder au sein de chacune de ces catégories, nature d'un côté, culture de l'autre, quelles sont les sous-catégories et les rapports de pouvoir au sein de chacune de ces catégories, si on ne va pas regarder un peu plus finement, finalement, que juste la grosse séparation et domination avec les humains en haut, avec la culture et puis tout le reste. Et c'est quelque chose à quoi inviter un penseur de l'écologie politique qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle Malcolm Ferdinand, dans ce livre « Une écologie décoloniale », qui a remporté le prix de la Fondation de l'écologie politique en 2019. Et lui, il invite justement à voir dans chacun de ces 2 grands ensembles. Donc vous voyez en fait l'ensemble culture, il est en bas, c'est la première ligne du bas, donc homme, humain, et l'autre partie, la nature, où il y a aussi planète, environnement, c'est la partie du haut. Et vous voyez que lui, il ne fait pas juste 2 grandes catégories différentes, il montre au sein de ces catégories qu'il y a encore plus de catégories et qu'il y a surtout des rapports de pouvoir, il y a des rapports de domination, notamment même, c'est ce qu'il invite à penser que pour un projet écologiste, il ne faut pas juste considérer l'humain, il faut voir aussi qu'au sein de l'humain, il y a des humains
minorisés et il y en a qui sont dominants. Il y a plein de rapports de pouvoir qui traversent en fait l'humanité et qui, s'ils ne sont pas pris en compte par l'écologie politique, en viennent à être invisibilisés et donc finalement on relégitime l'ordre social tel qu'il est avec toutes les discriminations et les rapports d'oppression tels qu'ils sont, donc le racisme, le sexisme, le colonialisme, voilà, tous ces rapports-là de domination que vous connaissez bien. Et si l'écologie n'analyse pas finalement ces rapports de pouvoir au sein des humains, ça ne va pas être un bon projet d'analyse de la société. Et c'est pour ça qu'il y a en fait des degrés de valorisation différents selon les sous-catégories. Et notamment, si vous allez vers la gauche du tableau, on va vers des plus grosses catégories, des catégories plus homogènes qui englobent tout, et vers une plus forte valorisation, alors que si vous allez vers la droite avec les catégories plus précises ou certains individus, vous arrivez aux individus les plus opprimés. Notamment les femmes, les noirs, les arabes, les indigènes, les musulmans, les homosexuels, les handicapés, les âgés, plein de catégories de populations discriminées, minorisées, opprimées. Et alors c'est vrai au sein des humains, et il dit que ce que décrivait Philippe Descola, cette fracture environnementale entre culture, nature, entre humain et planète, en fait, c'est bien de la décrire, mais ce n'est pas la seule fracture qui existe. Il y a aussi au sein, finalement, de l'autre catégorie, non pas de l'humain, mais de la nature, il y a aussi différentes catégories qui sont plus ou moins valorisées, plus ou moins homogénéifiées, je ne sais pas si ça se dit, et notamment au sein des catégories des animaux, en fait, au sein de la fracture environnementale, il y a une fracture animale, et lui c'est une chose superbe qu'il dit, c'est que, alors il parle d'environnementalisme comme distinct de l'écologie, comme une façon un peu dépolitisée, qui n'est pas un projet politique de décrire les choses, et en général on considère que l'écologie a été un dépassement salutaire de l'environnementalisme, parce que l'environnementalisme c'était juste un peu la protection des écosystèmes et puis il n'y avait pas plus de projets politiques derrière, et en particulier l'environnementalisme ne pensait pas toutes ces questions de discrimination, d'oppression, notamment entre les humains. Et donc il dit, j'appelle environnementalisme l'ensemble des mouvements et courants de pensée qui tentent de renverser la valorisation verticale, donc ce grand dualisme nature-culture, de la fracture environnementale, sans toucher à l'échelle de valeurs horizontales, c'est-à-dire sans remettre en cause les injustices sociales, les discriminations de genre et domination politique, ou la hiérarchisation des milieux de vie, et sans se soucier de la cause animale. Ça, c'est une chose très intéressante chez Malcolm Ferdinand, c'est que lui, il invite à penser justement cette fracture animale, cette domination sur les autres animaux. Une chose en particulier qu'il pointe, c'est que dans cette fracture animale, vous voyez les deux grandes catégories que vous avez en haut à droite, en fait, en gros, on peut les résumer comme au milieu, vous avez le monde sauvage, et le monde sauvage, il est un peu plus valorisé, mais aussi un peu plus homogène que les animaux domestiques. Et de fait, on va voir que c'est un élément très intéressant pour analyser la production de ces penseuses du vivant, c'est qu'il parle énormément du monde sauvage, il l'idéalise d'ailleurs pas mal, et il valorise les animaux qui sont censés représenter ce monde sauvage, et il parle quasiment jamais c'est bizarre d'ailleurs, c'est un peu douteux de jamais parler de certains animaux, il parle quasiment jamais des animaux qu'on a domestiqués, nous humains, et donc qu'on mange, dont on utilise le corps, les produits, dont on s'approprie les corps en fait. Il est très peu question, très peu souvent question chez les penseurs du vivant, de cochons, de vaches, de poules, de moutons, d'agneaux, de saumons, de thons, de crevettes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cette catégorie-là qui est employée de vivant, en fait, il a cette caractéristique que pointe Malcolm Ferdinand d'être une catégorie un peu plus valorisée que les sous-catégories, par exemple les animaux domestiques, individuellement, et que c'est une grande catégorie englobante, c'est une catégorie qui homogénéise. Ça, on va y revenir aussi, cette question de le vivant, ça peut être plein de choses, c'est plein de choses à la fois, et du coup, on voit plus très bien les distinctions au sein du vivant, forcément. Je vais y revenir, mais s'il fallait mettre le vivant dans son grand schéma, ça pourrait être dans la même case que planète, environnement, nature. Et donc, si on retire bien cette distinction entre monde sauvage, animaux sauvages d'un côté, et animaux domestiqués de l'autre, donc animaux domestiqués plus opprimés, moins valorisés, et si on voit la production justement éditoriale de Actes Sud, dont je vous parlais plus tôt avec les très jolies couvertures, on voit que là on n'a plus que des renards, des sangliers, des poulpes, des corbeaux, des chimpanzés, des manchots, des ours, des éléphants, des requins, plutôt des animaux qui représentent le monde sauvage et qui sont plutôt des animaux charismatiques. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'écologie des animaux charismatiques, parce que ce n'est pas une écologie des animaux domestiqués.
Et c'est intéressant parce que finalement, ces figures qui prétendent dépasser l'anthropocentrisme, elles en viennent finalement à parler des animaux d'un point de vue très centré sur l'humain parfois. Et c'est notamment très révélateur dans la 4e de couverture de ces ouvrages, qui est un de ces ouvrages-là dans la grande collection Monde Sauvage. Et là, vraiment tout est dit, où on voit que c'est vraiment par le prisme de l'humain qu'on va analyser l'ours, d'ailleurs, même dès le titre, l'ours, l'autre de l'homme. Et la 4e de couverture nous promet que dans toutes les cultures, voir un ours, c'est voir un homme sauvage caché sous une épaisse fourrure. Il est comme un frère, enseignant aux hommes les secrets et les ressources de leurs environnements. Et là, c'est intéressant parce qu'on penserait que dépasser l'anthropocentrisme, ça veut dire mettre fin à l'exceptionnalisme humain, au fait de toujours s'intéresser à la question des autres animaux pour ce que ça dit de nous, humains, ou à aller chercher des enseignements chez eux, un peu ces questions de biomimétique par exemple, de quelle est la sagesse des animaux, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans cette pensée-là aussi, on va aller chercher la sagesse de tels et tels animaux, où on va voir ce qu'ils nous disent de nous en miroir, en nous comparant, enfin, c'est vraiment cette idée-là, l'ours, l'autre de l'homme, et finalement, ça a un peu un biais, c'est que on finit, alors déjà ça nie un peu l'individualité de ces animaux-là, qui sont un peu renvoyés à une catégorie généraliste de leur espèce finalement, et de même parfois juste de ce qu'ils peuvent dire de nous humains, peu importe leur espèce, c'est en cela qu'ils nous intéressent pour les penseurs du vivant, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut critiquer et qui reste un peu dans l'anthropocentrisme. Et surtout, cette façon d'en parler là, c'est presque d'en parler non pas comme les individus qu'ils sont, individuellement chacun qui pourrait avoir un prénom, qui a une expérience propre, mais presque comme une métaphore en fait, une métaphore qu'on utilise pour nous regarder. C'est comme un miroir de l'humain qui nous est tendu. Et on retrouve vraiment cette idée-là que dans cette production de livres, d'idées, qu'est-ce qu'on va aller chercher, en quoi est-ce qu'on doit s'influencer, on doit s'inspirer des autres animaux, qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Il faut ouvrir notre regard, élargir nos horizons à ce que les autres animaux feraient mieux que nous. Mais finalement, c'est jamais les considérer pour leurs intérêts à eux, c'est considérer ce qu'on peut en tirer pour nous avoir des meilleures idées, mieux vivre, être mieux dans notre peau grâce au miroir que nous tendraient les autres animaux. Vous voyez un peu cette façon d'approcher les questions qui restent in fine assez anthropocentrées. Et une autre conséquence de cette pensée-là qui mène à finalement un dépassement qui me semble incomplet, c'est que dans leur façon d'en parler, il y a une forme de production d'indifférenciation. Ça rejoint un peu l'idée d'homogénéité qu'on avait des grandes catégories, et notamment de vivants plus haut, avec Malcolm Ferdinand. Et là, il y a vraiment dans cette production-là, et c'est très volontaire, c'est très affirmé, hein, c'est pas juste inconscient, c'est rappelé notamment explicitement par Baptiste Morisot. Il y a une forme d'indistinction qui est produite par cette catégorie de vivant, parce que le vivant c'est beaucoup de choses. Hein. Le vivant, c'est les animaux, mais c'est aussi les plantes. Les plantes, c'est du vivant, il ne faut pas l'oublier. Les champignons, c'est du vivant. En fait, c'est énormément de choses. C'est des écosystèmes aussi, c'est les milieux, c'est les relations qu'on a entre individus d'une même espèce, entre individus de différentes espèces au sein d'écosystèmes d'interdépendance. Donc en fait, le vivant, c'est vraiment une catégorie super large qui renvoie à plein de choses en même temps, mais finalement, on se demande qu'est-ce que ça permet d'analyser de bien précis si ça devient une catégorie aussi fourre-tout, finalement. Et c'est pas anodin parce que cette forme d'indifférenciation, quand on utilise la catégorie vivant, elle produit une indifférence morale. L'indifférenciation produit de l'indifférence, et c'est très volontaire. Et pourquoi ça, en fait? Parce que, notamment, ce que fait le vivant, ou ce que n'est pas le vivant, c'est que ça ne pense pas une des distinctions fondamentales au sein du vivant, qui sépare finalement certains individus au sein de toute cette grande catégorie de vivants, et qui est le critère de sentience. Qui a déjà entendu parler de la sentience ici? Oh ouais, pas mal de monde. Ok, super. Donc je redis au cas où, la sentience, c'est la capacité à ressentir les choses en première personne, à avoir des expériences positives et négatives, à pouvoir avoir une vie subjective, à être un sujet dans ce monde qu'on peut donc faire souffrir ou à qui on peut causer des plaisirs. Donc c'est une capacité assez importante qu'a priori on a tous en commun dans la salle, de pouvoir ressentir des choses. C'est chouette, parce que du coup, vous pouvez ressentir des choses positives en écoutant cette conférence, c'est plutôt chouette. Et donc cette caractérisation-là, cette capacité qu'on a de sentience, tous les vivants ne l'ont pas. Il y a des vivants qui a priori ne sont pas sentients, et en particulier les plantes
Voilà, c'est un truc qu'on oppose très souvent aux véganes, c'est oui mais les plantes. L'argument mais les plantes, qu'est-ce que vous en faites, vous les mangez bien, les plantes. Oui, on les mange parce qu'elles ne ressentent rien. Donc c'est moins grave moralement, c'est même pas grave du tout, potentiellement. Et donc c'est une distinction qui est quand même intéressante, qu'il est intéressant de soulever au sein de cette grande catégorie homogène de vivants. C'est une distinction que rejettent complètement les penseurs du vivant et les penseuses du vivant. Il y a un rejet de ce qu'on appelle le sentientisme, c'est le fait de justement faire une différence morale, finalement, de baser en fait la considération morale qu'on doit avoir sur ce critère-là de sentience. Et bien ce sentientisme, il est complètement rejeté par les penseuses du vivant. C'est très explicite chez Baptiste Morisot, par exemple. C'est pas anodin. Et c'est en ça que, finalement, maintenir ce paradigme concurrent à la sentience, qui est en général le critère qui est mis en avant par les antispécistes, comme un critère, peut-être le seul critère pertinent dans ce monde pour déterminer parmi les individus lesquels peuvent souffrir et lesquels ont des intérêts en fait et donc lesquels doivent compter moralement dans nos délibérations morales. En général, comme la sentience c'est la condition même de possibilité d'avoir des intérêts a priori, il faut pouvoir ressentir des choses pour qu'on puisse nous faire du bien ou du mal, pour qu'on puisse avoir des expériences positives ou négatives. Et les antispécistes, assez logiquement, et les philosophes qui ont réfléchi à la question, disent du coup, c'est être sentient qui permet qu'on nous fasse du bien ou du mal. Et donc c'est être sentient qui doit être à la base de la considération morale des individus, du fait qu'on prend en compte leurs intérêts quand on a un peu des dilemmes moraux, quand on réfléchit aux conséquences de nos actions. Il faut prendre en compte les conséquences qu'ont nos actions sur les individus qui sont sentients, qui peuvent en pâtir en fait. Juste parce qu'ils ont cette capacité-là, alors que par exemple les plantes ne les ont pas. Et donc, rejeter finalement, ou concurrencer, rejeter le sentientisme au profit de cette grande catégorie-là de vivants, c'est finalement produire de l'indifférence morale. Pourquoi ? Parce que ça noie tout dans une même catégorie, ça noie ce qui est sentient et ce qui ne l'est pas, ce qui peut compter moralement et ce qui ne peut pas compter moralement, dans une même catégorie. Et le problème, c'est qu'ils en parlent de la même manière, en fait. Ils valorisent également la diversité des écosystèmes, du vivant, des animaux, des plantes, des champignons. Et ils en parlent toujours de la même manière. Il y a un peu un même angle, une même perspective sur toutes ces différentes catégories-là, même quand elles sont parfois un peu distinguées dans cette pensée-là. Finalement, ils ne font pas de différence ni dans leur analyse, ni dans leur implication normative, c'est-à-dire dans ce qu'ils disent qu'on doit faire par rapport à ces différents individus, à ces différentes catégories. Ils ne font pas trop de distinction, finalement, entre les animaux et les plantes, en particulier. Alors même que, comme je vous l'ai expliqué, a priori, à gauche c'est du vivant, à droite c'est du vivant aussi. Donc voilà, si on applique une lecture du vivant, on a affaire à des choses, à du vivant différentes qu'on peut analyser à peu près de la même façon, qui est en interdépendance et tout. Alors que si on applique des grilles de lecture morale, et des grilles de lecture qui rejettent la discrimination arbitraire qu'est le spécisme, on va dire qu'à gauche, si on nuit à cet individu, par exemple si on casse le bras de l'écureuil, ça va faire du mal, ça va produire de la souffrance et ça va être mal moralement. C'est pas top de casser les bras des écureuils, ne le faites pas. Alors que si on casse un pot de fleurs et que toutes les fleurs sont éparpillées et puis qu'elles n'ont plus d'eau, c'est moins grave. Je suis assez sûr de ça. Et j'espère que vous aussi. Et donc en fait, c'est pas du vivant au même sens, à gauche et à droite. À gauche, c'est du vivant sentient, à droite, c'est du vivant non sentient, et ça fait une différence dans le monde, et ça devrait faire une différence quand on en parle dans les implications qu'on a de notre façon de réfléchir ou de ce qu'on dit qu'on doit faire avec ces individus, et en particulier quand c'est au sein d'un projet écologiste. Il faut prendre en compte cette différence-là qui est importante entre les individus à qui on peut faire du mal, dont on peut nuire aux intérêts, et les pots de fleurs. Et évidemment, pour justifier le fait que cette penseureuse rejette le sentientisme, rejette cette façon-là de faire des différences pertinentes en réfléchissant aux critères les plus intéressants, qui font vraiment les distinctions pertinentes dans le monde. Et Bruno Latour, par exemple, dans cette même tribune que je citais plus tôt, il dit « Vous avez aimé l'antiracisme et l'antisexisme, vous n'adorerez pas forcément l'antispécisme. C'est qu'il s'agit de se débarrasser de l'idée même d'espèce, qu'elle soit humaine ou animale, qui établit des différences injustifiables entre les êtres capables de ressentir leur propre existence. Les plantes, par un étrange préjugé neurocentrique, sont exclues de ce vaste chambardement. Sans système neuronal, elles ne peuvent ni jouir, ni pâtir de leur propre existence. » Là, il le dit en critiquant, en mettant en doute l'idée que les plantes ne seraient pas sentientes, ou en fait, il ne veut pas se passer dans ce paradigme-là, mais voilà, c'est un peu cette idée qui revient que
finalement, ce seraient les antispécistes qui sont de nouveau, qui discriminent à nouveau, qui font des distinctions arbitraires. Donc en fait, nous, parce que, moi je suis un antispéciste, parce que je fais cette distinction-là entre les êtres sentients et les êtres non sentients, qui est juste une différence qui existe dans le monde, mais parce que je la remarque et parce que je dis qu'il y a des implications morales différentes entre ces catégories-là, et ben Bruno Latour, il me dit que en fait, c'est moi qui discrimine et que je fais que revéhiculer ce dualisme-là, c'est l'accusation que font ces penseuses du vivant vis-à-vis de l'antispécisme. L'idée, c'est qu'on n'a fait que décaler la frontière, que jusque-là, on était arbitraire. Il y avait de la discrimination parce qu'on mettait les humains au-dessus de tout, on sortait l'humain du reste de la nature et puis on lui donnait une supériorité morale ultime. Et l'idée, c'est que les antispécistes, eux, ils ont juste fait repousser un tout petit peu la frontière, mais ils ne se sont pas arrêtés assez loin. Et ils l'ont mise à un autre endroit, mais on revéhicule finalement cette forme de dualisme et cette discrimination arbitraire, mais juste, cette fois-ci, on dit c'est les sentients. Mais en fait, selon eux et elles, ce serait tout aussi arbitraire que de s'être arrêté aux humains. En fait, non, ça l'est pas, c'est pas arbitraire. Juste du fait de ce que je vous ai dit, parce que être sentient, c'est la condition de possibilité même d'avoir des intérêts, et avoir des intérêts, c'est ce qui fonde le fait qu'on peut nous faire du bien ou du mal, et le fait qu'on puisse nous faire du bien ou du mal, c'est ce qui fonde la considération morale. Donc c'est pas arbitraire, on l'a pas sorti de notre chapeau, et si on pensait que les plantes ont de bonnes chances d'être sentientes, eh ben on s'en inquiéterait, et on ferait en sorte qu'il faille les prendre en compte. Enfin, on n'est pas dogmatique là-dessus. On essaye juste de s'en tenir à ce que disent les scientifiques et à ce qui est le plus fondé, le plus appuyé scientifiquement, et a priori pour le moment, il y a trop peu de raisons de penser que les plantes pourraient ressentir des choses subjectivement en première personne, parce qu'elles n'ont pas les outils, en gros, elles n'ont pas l'attirail nécessaire qui est considéré, en particulier, elles n'ont pas un cerveau, c'est là en général que se passe la capacité de sentience. Donc c'est pas arbitraire, comme le dit Bruno Latour, c'est pas juste une discrimination de ce qu'on fait. Et même à l'inverse, en fait, le fait de traiter identiquement les animaux sentients et les plantes qui sont non sentientes, finalement, ça décrédibilise, ça rabaisse les animaux. C'est pas anodin, en fait, ce qu'ils font de dire non, faut pas faire cette distinction-là parce qu'elle est arbitraire, parce que c'est de la discrimination. Oui, mais en fait, si on met les animaux dans la même catégorie que les plantes, on en vient à pas mettre les animaux dans la même catégorie que les humains, à pas les traiter pareil, parce que s'il faut les traiter comme les plantes, finalement ça paraît presque absurde de leur donner des droits, de faire attention à ne pas les tuer, de faire attention à ne pas les faire souffrir. Oui, mais bon, de même que les plantes, non. Il faut juste avoir un peu des égards pour eux, mais c'est pas la même chose globalement. Donc en fait, il y a ce truc un peu vicieux que rapprocher ou mettre les animaux dans la même catégorie que les plantes, ça les redévalorise finalement. Ça nuit à leurs intérêts, ça fait que si on applique les mêmes lectures et les mêmes implications que celles pour les plantes, les animaux, on les considère pas à la hauteur de ce qu'on devrait juger, à la hauteur de leurs intérêts. Ça relativise complètement leurs intérêts par rapport aux intérêts humains qu'on continue d'essayer de valoriser. Et donc finalement, ce discours-là, qui est un peu original, qui est bien tourné, c'est le même argument de « mais les plantes » qu'on entend quand on débat autour du véganisme, mais à la sauce un peu plus littéraire, un peu plus intellectuelle, mais c'est la même chose et ça sert à cautionner le même système, c'est-à-dire ça sert à cautionner la discrimination contre les autres animaux, le spécisme. Donc voilà, encenser les plantes, ça peut avoir pour conséquence de rabaisser les animaux non humains. Et c'est une chose à laquelle cette philosophe Florence Burgal a tiré la sonnette d'alarme quand elle a vu que ça se développait, ce paradigme de commencer à encenser les plantes. Et c'est pour ça, vous vous souvenez qu'une des 4 catégories des penseuses du vivant, il y avait des spécialistes de la biologie végétale. C'est un truc qu'on retrouve pas mal dans cette pensée-là, c'est un peu de montrer les prouesses des plantes, leur intelligence, leur communication, à quel point les plantes sont incroyables, sont surprenantes. Ils valorisent beaucoup les plantes, parce que parce que je ne leur prête pas des intentions, mais de fait, ça a comme implication comme ils en parlent de la même façon que les prouesses des animaux, de ce que les animaux nous apprennent, de même on a des choses à apprendre des plantes, du coup ça a pour conséquence de relativiser les intérêts des animaux et leur spécificité. Et donc ce qu'elle écrit, Florence Burgal, dans ce livre que je vous recommande, Qu'est-ce qu'une plante ? Justement, elle s'en prend cette façon de un peu tout indifférencier et des conséquences morales que ça a indistinction crée de l'indifférence morale, comme je vous le disais plus tôt. Elle écrit « La révision bienvenue de l'anthropocentrisme se paye aujourd'hui d'une tendance à la confusion et à l'indistinction qui franchit avec les plantes aimantes et souffrantes, parce que des fois on nous dit aussi un peu carrément, il y en a qui affirment que les plantes souffrent, que ça y est, on sait, qu'il y en a des preuves, a priori non, enfin,
c'est toujours affirmé un peu rapidement et pas suffisamment bien appuyé empiriquement. Et donc elle dit que ça, là, on a franchi une limite que rien n'autorise à franchir, ni dans la pensée ni dans la morale d'ailleurs. Donc ça a encore une conséquence plus loin, c'est que du coup, quand je vous disais, ils parlent de ces individus-là, des différentes catégories de la même façon, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent les mêmes concepts pour décrire les capacités de ces différentes entités-là. Alors que c'était des concepts qui n'avaient du sens parfois que pour un nombre restreint, plus restreint d'individus, tout simplement parce que c'est les seuls individus qui ont cette capacité-là. Donc par exemple, quand il parle de l'agentivité c'est un concept super intéressant qu'on retrouve notamment dans un champ de recherche qui s'appelle les études animales. C'est toutes les études universitaires de plein de disciplines qui cherchent à étudier justement la question animale, la question des autres animaux. Et donc il y a eu toute une réflexion autour de l'agentivité. Ce concept, c'est le fait d'être un agent, c'est de pouvoir avoir des préférences et les exprimer dans nos comportements, de pouvoir faire des choix, voilà, d'être un peu auteur de décision comme ça, de pouvoir aller plutôt faire ça plutôt que telle autre chose. Voilà, on voit par exemple il y a des descriptions de l'agentivité des animaux dans les sanctuaires qui avaient envie de manger telle bouffe et pas telle autre, qui n'avaient pas envie de manger à heure fixe mais qui avaient envie de manger quand ils avaient faim. Voilà, là c'est l'expression de l'agentivité des animaux. Nous aussi on est agentifs et on a tendance à aussi l'exprimer quand on veut manger à un certain moment par exemple, ou quand on a une telle préférence ou telle autre. Donc l'agentivité c'est un super concept, c'est super intéressant. Et le problème c'est que la façon dont il est utilisé désormais presque majoritairement, à cause de la façon dont il est utilisé par les penseuses du vivant, ils l'ont appliqué beaucoup plus largement que les individus qui effectivement sont des agents. En fait, ils l'ont appliqué à des individus qui sont agents mais que métaphoriquement. Donc par exemple, ils vont parler de l'agentivité des champignons. Alors que les champignons n'ont pas d'agentivité au sens restreint bien défini qui implique d'avoir des préférences, qui implique un cerveau, des prises de décision, une expression de préférence. Bon voilà, en fait, ils ont cette tendance à faire ça avec tous les concepts qu'ils galvaudent en fait par un usage qui est beaucoup trop large en fait et de façon non justifiée finalement. Ils étendent les concepts qui étaient pertinents pour un nombre restreint d'individus et en les étendant à tout le vivant, et ben finalement ils en font quelque chose qui ne veut plus rien dire. Et ça vaut pour l'agentivité, mais ça vaut pour l'exploitation. On parle d'exploiter le vivant, mais en fait, de nouveau, en fait, on n'exploite pas un écureuil de la même façon qu'on exploite des écosystèmes ou des plantes. On n'exploite pas dans le même sens. Parce que dans un cas, on a des individus qui en souffrent, littéralement, alors que dans un autre cas, c'est une exploitation, mais dans un autre sens, en fait. Et ça brouille ces distinctions-là qui sont pertinentes, qu'il faut qu'on puisse tracer. C'est pas de l'exploitation dans le même sens. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas non plus du vivant dans le même sens. Pareil, il parle d'alliance interspécifique, mais alors alliance entre espèces, ça veut dire alliance entre n'importe quelle espèce. Et en fait, il y a des espèces qui n'ont pas du tout conscience de faire des alliances. Il y a des espèces qui ne recherchent pas des alliances. Et puis quand on commence à parler d'alliance avec les champignons, ou d'alliance avec un lac, en fait, on ne parle plus d'alliance dans le même sens non plus. Et pareil, la résistance. Pourtant, pareil, la résistance animale, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié et qui est profondément politique, de montrer comment les animaux, par exemple, résistent au mauvais traitement qu'il leur est fait, notamment au moment d'arriver dans les abattoirs, mais aussi pendant l'élevage. C'est quelque chose qui a servi à politiser, à dépasser une forme de vision misérabiliste qu'on pouvait avoir des animaux qui font comme juste des êtres souffrants. C'était une façon de montrer qu'ils ne sont pas juste des êtres qui souffrent, ils sont des êtres qui agissent, justement, qui sont agentifs et notamment qui résistent à leur mauvais traitement. C'est un concept super intéressant qui a apporté plein de choses en études animales, et ils en ont encore fait quelque chose de parler de la résistance de n'importe quoi en fait, de parler de la résistance des écosystèmes, de parler de la résistance des plantes. À chaque fois ils ont cette tendance à en fait appliquer les concepts un peu de façon indistincte ou un peu trop large qui les rend inopérants en fait. Alors que nous on a besoin de ces concepts-là en tant qu'antispécistes pour montrer justement la résistance animale, les choses intéressantes qui permettent de politiser la lutte contre le spécisme. Et en fait ils nous privent, nous, de concepts intéressants. C'est une conséquence finalement de cette forme d'indistinction, d'indifférenciation et de dépassement incomplet de l'anthropocentrisme. Vous voyez, déplacer l'anthropocentrisme, ça ne veut pas juste dire appliquer une même catégorie, étendre les catégories à l'infini, puis appliquer les mêmes choses de façon indistincte. Ça veut au contraire peut-être vouloir dire, regardez concrètement chez chaque individu quelles capacités sont là, quelles capacités ne sont pas là, comment on traite les cas différemment. Voilà. Un deuxième, les autres iront plus vite, mais celui-là était un peu plus avait plus d'implications, il y avait plus de choses à dérouler sur le premier point. Le deuxième, le plus rapide, c'est que les penseuses du vivant mettent un accent davantage sur les relations que sur les individus.
Ils parlent notamment de relations d'interdépendance dans les écosystèmes notamment, et ils incluent complètement les humains dans ces interdépendances. Ils disent justement, leur idée de dépasser l'anthropocentrisme, c'est de dire que l'humain n'a pas à être coupé de cet agglomérat, de cet amas d'interdépendance que constitue le vivant. Donc, a priori, c'est intéressant, c'est pas du tout à rejeter l'idée de regarder quelles sont les relations dans les écosystèmes, les relations dans lesquelles sont impliqués plein d'individus. Mais le problème, c'est qu'eux, ils le font en rejetant l'idée qu'il faut regarder chaque individu, notamment d'un point de vue moral, en fait. Regarder quels sont les intérêts des individus. Quand on parle d'intérêts, les intérêts, c'est toujours des intérêts rattachés à un individu particulier qui a des intérêts. Et donc finalement, une fois de plus, le fait de mettre beaucoup l'accent sur les relations et pas du tout sur les individus, ça a de toute façon, ça a pour conséquence de nouveau un peu de rejeter la morale, de rejeter des grilles de lecture qui mèneraient à la conclusion que le spécisme est injustifié, donc il faut notamment libérer les animaux. Et ça a comme conséquence de refuser de penser la situation des autres animaux en termes d'égalité ou en termes de justice sociale, vous voyez, en termes de projet politique, en termes d'égalitarisme, tout simplement. Alors que l'individualisme, c'est vraiment au cœur de la théorie antispéciste, c'est de dire, bah oui, les autres animaux sentients sont des individus, au même titre que nous, ils ont cette capacité-là de ressentir les choses dans le monde, ils ont des intérêts, il faut prendre en compte leurs intérêts à égalité, et finalement, en considérant également leurs intérêts dans nos délibérations morales. C'est quelque chose de très fort dans l'antispécisme, et donc là, c'est un élément de plus dans la pensée du vivant qui mène à un rejet de l'antispécisme, du fait que l'antispécisme est un individualisme, mais pas au sens péjoratif qu'on a de chacun pour soi, juste de regarder individu par individu quels sont les intérêts, de prendre l'individu comme unité morale finalement, c'est individualisme en ce sens-là, et ben, les penseuses du vivant rejettent cet individualisme et donc rejettent l'égalitarisme qui se basait sur cet individualisme moral. Voilà. Un autre élément vraiment très important, très intéressant de la pensée du vivant, c'est la place qui occupe la prédation. Et là, c'est de nouveau quelque chose qu'on retrouve de la même façon chez les penseuses du vivant et chez n'importe quelle personne à qui on va parler de véganisme. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de soulever la question du véganisme avec vos proches, si vous êtes vegan, avec vos amis, si vous discutez de ces questions-là. En fait, tout de suite, très vite, on va nous parler de prédation. Et ben, les penseurs et les penseuses du vivant, ils font la même chose. Ils le font avec un vocabulaire un peu différent, avec un peu plus de livres et des écritures plus longues, mais in fine, c'est les mêmes arguments qu'on retrouve. Parce que ce symbole un peu de la prédation qui est dans la nature, qui régit le vivant, selon les penseurs du vivant, ben c'est un symbole, c'est un verrou vraiment du spécisme. C'est au nom de la prédation qui existe dans les milieux dits naturels, dans les milieux du vivant, dans nos interconnexions. Donc justement, quand il parlait de relations, en fait, une des relations importantes, prédominantes au sein du vivant, ben, c'est la prédation, selon eux. Ils en tirent comme conclusion le fait qu'il ne faut pas rejeter cette prédation, il ne faut pas se prétendre au-dessus de tout le reste du monde en prétendant sortir de cette prédation et de ne plus prédater les autres animaux. Donc vous voyez, refuser finalement de dominer les autres animaux devient pour eux juste l'expression ultime de notre exceptionnalisme humain. Donc selon eux, en fait, les véganes, antispécistes, ils se considèrent meilleurs que tout le monde parce qu'ils s'extraient des interdépendances et qu'ils ont l'audace de se penser hors de la prédation. Vous voyez le truc un peu vicieux qu'ils sont en train de faire, d'essayer de retourner l'antispécisme, qui est une démarche vers plus d'égalité, vers une vraie prise en compte des intérêts des animaux. En fait, ils en font un truc comme si ça ne faisait que revéhiculer un dualisme. Ils essaient de mettre KO l'antispécisme, en fait. Ils essayent de pointer ce qu'ils pensent être une incohérence interne de l'antispécisme par rapport à ses propres principes, par rapport à ses propres objectifs, en disant « Ah bah voilà, en fait, vous, les antispécistes, vous êtes les plus exceptionnels, vous êtes les plus humanistes de tous, vous pensez que l'humain est supérieur au reste parce que vous pensez que l'humain peut avoir le culot de ne pas aller bouffer d'autres animaux alors que tous les animaux se bouffent entre eux. » En gros, c'est ça qu'ils sont en train de faire quand ils prennent la prédation comme symbole et verrou du spécisme. Et évidemment, la distinction pertinente à faire, c'est que nous, on a des capacités morales que peut-être n'ont pas beaucoup d'autres animaux, de se rendre compte que quand on asservit des animaux pour les manger, on est en train de faire quelque chose de mal, et on a aussi la possibilité, on n'a pas de nécessité de manger les autres animaux, on a la possibilité de faire autrement. Donc les deux combinés, nous dire que moralement c'est pas ouf et qu'on peut faire autrement, ça a pour conséquence qu'effectivement on arrête de le faire. Voilà.
c'est pas se considérer comme au-dessus de tout le monde, de juste constater que bah oui, on a des capacités de réflexion morale et que c'est pas parce que les autres animaux à l'inverse n'ont pas de capacité de réflexion morale qu'on devrait continuer de les manger au nom de pas se prétendre supérieur à eux. Parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu choquant de dire je me prétends pas supérieur à toi donc je peux te bouffer. Voilà, c'est pour pointer un peu le fait que ce discours in fine ne tient pas trop la route. Donc c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Baptiste Morisot, parce que tous ces éléments-là, on les retrouve chez Baptiste Morisot. Il dit le véganisme ontologique. Ontologique, c'est un mot barbare en philosophie pour parler de ce qu'est la réalité. Et lui, en fait, il en parle parce que selon lui, les véganes, ils considèrent que les animaux, intrinsèquement, c'est des choses qui ne sont pas mangeables. Pour nous, on déclare que non, les animaux, ça ne se mange pas, c'est des individus. Alors oui, ça, c'est un truc qu'il a bien compris du véganisme, c'est qu'effectivement, on appelle à ce qu'on ne considère plus les autres animaux comme des objets et comme juste des choses à manger. Et c'est pour ça que lui, il rajoute un mot pour que ça paraisse un peu contestable, et puis en mettant un mot philosophique un peu barbare. Donc il dit le véganisme ontologique est aussi extraterrestre. Donc là, c'est encore un truc, désolé, je dois dérouler un peu sa pensée, je vous fais le résumé d'une partie du bouquin. Pour lui, terrestre, c'est justement être connecté à tout ce tissu d'interrelation, d'interdépendance. Donc c'est le projet qu'il présente. Et donc extraterrestre, c'est ce qui sort un peu de ces interdépendances, de ce tissu-là du vivant dans lequel on doit rester. Et donc pour lui, c'est extraterrestre, notamment les élevages industriels, parce que là, on sort complètement, c'est dérégulé, c'est une façon complètement contestable de s'extraire. Mais en fait, c'est pas la seule façon d'être extraterrestre. Il dit que c'est tout aussi extraterrestre d'être antispéciste et d'être vegan. Donc le véganisme ontologique est aussi extraterrestre parce que ces tenants considèrent que leur nature morale transcende leur nature de mammifères mangeants. Quand le moderne hors sol, aussi extraterrestre, estime que son privilège d'humain d'être un mangeur non mangeable, auto-érigé au-dessus et auto-extrait des milieux vivants, transcende sa nature de membre des communautés biotiques. Bon, alors désolé, c'est un peu verbeux, mais je fais la traduction. En fait, quand je vous disais que c'est les mêmes arguments qu'on retrouve, là, il est en train de nous sortir l'argument du cercle de la vie. Voilà, en gros, il y a de la prédation partout, les animaux se mangent entre eux, donc on peut bien les manger. C'est ça qu'il est en train de dire, que si on prétend ne plus vouloir les manger, et ben d'un coup, on s'extrairait de notre nature de mammifères mangeants, c'est qui on est, c'est l'ordre des choses, on est fait, on a évolué pour manger d'autres animaux, donc il ne faut pas que ça change, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Et donc, si on prétend arrêter de manger d'autres animaux, c'est qu'on s'extrait, finalement, de ce cycle de la vie, de cette interdépendance, de ces relations du vivant, et voilà, une fois de plus, c'est ce qui nous ferait être exceptionnalistes humains. Et vous voyez qu'en fait, ce discours, il est fortement ancré dans ce qu'on appelle l'idée de nature. L'idée de nature, quand il parle de nature, c'est à comprendre au sens premier, on a une essence. Déjà, en fait, nature, l'idée de nature, il y a un peu deux aspects. Il y a une idée qu'on a chacune une essence à laquelle on doit correspondre. Et là, il parle de notre essence de manger d'autres animaux. Pour lui, c'est essentiel aux humains, le fait, et à tout le vivant, en fait, de se manger, de s'entre-manger. Et c'est aussi la nature d'ordre des choses, immuable, naturel, c'est comme ça, et il ne faut pas changer. Et en fait, il s'appuie beaucoup, l'idée de nature, c'est quelque chose qu'ont beaucoup critiqué les antispécistes, et en particulier la tradition francophone de l'antispécisme a beaucoup contesté ce truc de utiliser ce qui est censé être la nature pour en fait verrouiller la domination sociale, ce qui est en fait un ordre social construit, politique, et en fait pas immuable du tout, qui est institué et qu'on peut changer. Parce que justement, on peut être vegan, on peut déclarer que cet ordre est injuste et arrêter d'y contribuer et vouloir le renverser. Et donc, en fait, ce qu'il prétend décrire comme la nature, il dit c'est descriptif. En fait, un bon test pour identifier que c'est en fait une idée de nature, c'est une naturalisation qui est en train de se faire, c'est que c'est pas descriptif en fait. Il est en train de prescrire quelque chose. Il prétend juste observer, mais en fait, il est en train de represcrire un ordre de domination qui pourrait être autrement. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc là, dans votre tête, il faut que ce soit une alerte de « Ah, idée de nature, ok, il vient de dire nature, il faut faire gaffe. » Et en fait, il n'est pas juste en train de décrire la réalité. C'est pas nature au sens de juste réalité, c'est nature au sens de nature, essence des choses, qui correspond à un ordre des choses qui ne doit pas être changé, qui doit être perpétué, qui est en fait, quand on l'analyse un peu et quand on critique l'idée de nature, un ordre social. Et qui passe toujours aussi par une forme d'idéalisation, et notamment c'est là qu'on voit toute leur idéalisation du monde sauvage, qui, alors qu'on parle de prédation, c'est quelque chose d'horrible, qui potentiellement entraîne plein de souffrances. La façon dont ils en parlent de façon un peu idéalisée, comme une chose très chouette, qui nous met en interdépendance, qu'on doit faire vraiment joyeusement. Et là, il le dit vraiment, littéralement.
il dit le mangeur terrestre, donc le projet que lui il défend, de rester intégré finalement dans ce tissu du vivant, dans ses interdépendances, récuse la manière de formuler les problèmes que revendique le déductivisme moral des antispécistes. Il considère que l'humain est un animal étrange, issu de la longue histoire de la vie, qui consiste à s'entremanger joyeusement. Vous voyez un peu l'idéalisation qu'il y a là. Oui, c'est quelque chose de joyeux, il faut continuer à le faire, tout le monde le fait, ne changeons rien à l'ordre établi, à tous les niveaux et à toutes les échelles, et que conséquemment, il n'y a pas de crime en soi dans l'acte de manger un animal, ni de péché originel. Sur cette question de... Donc voilà, c'est vraiment c'est cette idée du cercle de la vie qu'il ne faut pas changer. Et ça, voilà, je vous l'ai dit sur le côté naturalisation. Sur cette question de l'idée de nature, je n'ai pas le temps de développer plus que juste ces intuitions-là, de vous dire c'est les questions d'essence des choses et d'ordre des choses qu'il ne faut pas changer. Et vraiment, c'est beaucoup plus riche que ça, la pensée antispéciste sur cette question d'idée de nature. C'est pas une pensée d'ailleurs qui a été théorisée et formulée que dans l'antispécisme. Notamment, il y a un groupe qui s'appelle les féministes matérialistes, des gens comme Christine Delphi, par exemple, Colette Guillaumin, des théoriciennes comme ça, qui ont pensé la même chose sur la naturalisation des rapports de sexe, en fait, des rapports de genre, sur la domination des hommes sur les femmes, qui ont aussi utilisé ces mêmes éléments de « ah ben il y a une nature des hommes, puis il y a une nature des femmes, et puis c'est dans la nature des femmes d'être soumises, d'être dominées, de ne pas gagner leur argent, de devoir faire du sexe gratuitement ». Enfin voilà, il y a aussi les mêmes, en fait, dans toutes les oppressions quasiment, vous retrouvez cette idée de nature-là, donc il n'y a pas que les antispécistes qui ont dénoncé cette chose-là. Et je vous recommande vraiment fortement le site contrenature.org, qui est excellent et qui réunit un peu tout plein d'éléments différents dans plein de courants de pensée différents qui ont critiqué cette idée de nature. Et vous y retrouverez notamment justement une des brochures qui a été importante dans l'antispécisme francophone pour dénoncer cette idée de nature, notamment dans son application au rapport humain-animaux. C'est la brochure « En finir avec l'idée de nature, renouer avec l'éthique et la politique ». Et vous pouvez, si vous tapez le nom de la brochure, vous tombez dessus sur internet, elle est partout. Et un autre endroit de ressources sur l'idée de nature, c'est un épisode du podcast que j'anime comme un poisson dans l'eau, où j'ai invité l'auteur Antoine Dubiot, qui est l'auteur de ce livre Écofascisme, et dans lequel il esquissait un peu une analyse justement de l'idée de nature, et donc on en a parlé dans une des parties de l'entretien avec lui, la deuxième partie, où on se demandait justement le rapport de l'écologie au spécisme et sa mobilisation non critique de l'idée de nature. Et on a parlé un tout petit peu, mais très très rapidement, des penseurs du vivant dans cet épisode-là. Et ça peut être un début ou un entretien, une ressource intéressante sur la question. Et le dernier point un peu d'analyse de qu'est-ce qui, dans la rhétorique de la pensée du vivant, mène à un rejet de l'antispécisme, c'est que vraiment, ils appellent effectivement à plus de considération pour les autres animaux. C'est pour ça qu'ils en parlent autant, c'est pour ça qu'ils les décrivent, qu'il y a plein de livres publiés sur comment les animaux agissent, font tel truc, ont telle spécificité, comment ils sont incroyables, qui appellent à s'émerveiller finalement de toutes les capacités animales, et à tout ce qu'ils font, et à quel point ils nous surprennent, mais c'est toujours une considération esthétique. Et c'est jamais, et c'est très explicite ce rejet, c'est jamais une considération morale. Et vous voyez que c'est vraiment ces deux types de considérations très différentes. En fait, l'esthétique, c'est un certain rapport au monde. De même que la morale, c'est un certain rapport au monde, c'est une certaine façon d'analyser les choses, de lire les rapports sociaux notamment, mais aussi juste de regarder. Et ça ne mène pas aux mêmes analyses finalement. Et le problème, c'est que ces rapports, ils peuvent être un peu concurrents, et notamment, souvent, lorsque le rapport esthétique, notamment, se substitue au rapport éthique, les sujets de la morale disparaissent. En fait, on ne regarde plus, justement, quels sont les individus qui souffrent, ce qui se passe. Je veux dire, si on est à Gaza en ce moment et qu'on applique un rapport esthétique à ce qui se passe, à l'horreur de la colonisation, de la guerre, des massacres, du génocide en cours, on n'a pas la même lecture que si on applique une grille morale. Et c'est plutôt mal vu, quand on parle des humains, d'appliquer des grilles de lecture esthétique. Ce serait vraiment très mal vu, ça a été fait, je crois, par certains gradés israéliens qui ont décrit les bombardements comme vraiment spectaculaires, comme très beaux, tout est détruit, on peut tout reconquérir. C'est une mobilisation d'un certain rapport esthétique à ce qui est en train de se passer, qui montre bien à quel point le rapport moral est éliminé, est éloigné. Et c'est souvent un bon signe que ça devrait être un signe d'alerte de quand on bascule sur une description esthétique
de ce qui est en train de se passer. C'est pas forcément en soi mal, mais il ne faut pas que ça vienne à faire complètement sortir de nos grilles d'analyse un rapport moral de la situation. Je veux dire, si on est en nature, qu'il y a rien d'autre qui se passe, voilà, qui est juste un joli courant à regarder, pas de souci pour être dans un rapport esthétique aux choses. Je ne suis pas en train de critiquer l'esthétique en tant que telle, mais par contre, il faut être attentif quand ce rapport-là au monde entre en concurrence avec un rapport moral, un rapport éthique aux choses, un rapport social, un rapport politique. Ça ne s'oppose pas à ces choses-là. Et le problème, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans la pensée du vivant. C'est qu'ils appellent explicitement à une considération esthétique des autres animaux, et du vivant plus largement, en fait, des plantes, des écosystèmes, de la nature, parce qu'en fait, ils continuent parfois à mobiliser aussi ce concept de nature, et ils n'appellent pas du tout, et même ils rejettent explicitement l'application de grilles de lecture éthique, morale, en disant, ça c'est un truc que veulent faire les antispécistes, de calquer ce qu'on applique aux humains, et de faire la même chose pour les autres animaux. Il ne faut pas faire ça, c'est une mauvaise idée selon eux. Et en fait, ça mène aux apories de ne pas penser le rapport de domination des humains sur les autres animaux, d'invisibiliser, d'effacer complètement le rapport de pouvoir qui existe, le rapport de domination qui existe des humains sur les autres animaux. C'est clair que si on regarde juste ce qui se passe esthétiquement, si on s'émerveille des autres animaux, on ne va pas parler du fait du traitement qui est réservé aux autres animaux par les humains. Et c'est exactement ce qui est la conséquence de leur réflexion. Et ça correspond vraiment très bien à tout un ensemble de paradigmes, un peu de façons de parler qu'on retrouve dans cette pensée du vivant, d'appel à changer notre regard. Ce livre, il est très révélateur de ce que je suis en train de vous dire, là, apprendre à voir le point de vue du vivant. Alors du coup, l'idée serait de voir différemment, de changer de lunettes, d'apprendre à mieux s'émerveiller. C'est ce que dit Baptiste Morisot. Il analyse les crises écologiques comme, selon lui, dû à juste un défaut d'émerveillement de notre part. C'est qu'on serait déconnecté, qu'on ne s'intéresserait pas suffisamment au vivant, qu'on se sentirait à part. Et c'est ça le problème. Et du coup, il dit qu'il faut apprendre à s'émerveiller de nouveau, à pouvoir regarder les autres animaux, à être surpris, à être intéressé. C'est pour ça aussi qu'il y a toute une place. Vous vous souvenez les catégories de profession tout à l'heure dans la galaxie du vivant? Il y avait des naturalistes. Et vraiment, ce rapport naturaliste aux animaux qui est parfois concurrent. Justement, c'est là où l'esthétique peut rentrer en concurrence avec un rapport éthique. Parce qu'on peut très bien connaître les animaux, on peut connaître les espèces, savoir identifier les empreintes, pouvoir se sentir bien en nature, aimer y marcher, connaître très bien leur éthologie, connaître les plantes, savoir quelles plantes... En fait, on peut connaître tout ça et passer complètement à côté d'une lecture en termes de quels sont les rapports de pouvoir, quelle est la domination, qui est exploité, qui ne l'est pas. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai rien contre les naturalistes, et c'est super intéressant, et d'ailleurs il y a plein de connaissances en éthologie qui sont utiles pour la lutte contre le spécisme, mais c'est toujours cette idée qu'il ne faut pas que ce soit en concurrence et que ça en vienne à invisibiliser complètement cette grille de lecture morale, ce que font une fois de plus les penseurs du vivant. Voilà. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Cyril Dion, qui dit qu'il faut faire émerger de nouveaux récits, que l'écologie avancerait, on aurait un bon projet écologiste, si on arrive à faire des nouveaux récits, des nouveaux narratifs. C'est une fois de plus une façon très esthétique, une considération un peu qui part de nous, humains, de notre regard sur le monde, de notre façon de penser les choses, et qui néglige complètement de partir du point de vue réellement des animaux. Vous voyez, le point de vue du vivant, c'est pas en fait le point de vue des animaux. C'est pas le point de vue de leurs intérêts, de ce qui compte pour eux, de à quel point ils sont en train de souffrir ou d'être heureux ou d'être asservis par les humains. Là, c'est d'autres façons de penser les choses, et c'est notamment la façon que mettent en avant les antispécistes, de partir du point de vue de leurs intérêts des animaux. Et en fait, ce refus de la morale, il découle en partie de ce dont je vous parlais plus tôt, de cette idée de nature, en fait. Parce que quand on pense que le monde est un ordre bien défini, que toute chose est à sa place et qu'il ne faut pas que ça change, ben en fait, ça a pour conséquence de nous dire, bon, mais il ne faut pas être trop offusqué moralement de ce qui est en train de se passer, vu que l'ordre est tel qu'il est censé être. Donc en fait, il y a un peu aussi un rejet de la morale quand on cherche à naturaliser des rapports de pouvoir, des rapports de domination tels qu'ils sont, on fait sortir par la porte finalement une grille de lecture morale. Donc, si je dois résumer un peu cette rhétorique du vivant, finalement, alors même qu'on aurait pu penser initialement qu'ils étaient peut-être animalistes, parce qu'ils parlent beaucoup des animaux, bah finalement ça n'implique pas du tout d'être animaliste, de parler beaucoup des animaux. Maintenant on le voit bien, parce que ça ne veut pas dire qu'on en parle avec le même rapport, avec les mêmes grilles de lecture,
Et donc en particulier, si c'est pour refuser de reconnaître ce qu'est la violence et la domination des humains sur les autres animaux, c'est-à-dire le système spéciste, si c'est refuser de les considérer en tant qu'individus, mais juste en tant qu'espèce, en tant qu'inscrits dans des dynamiques, des interdépendances et tout, mais jamais voilà, des individus qui ont des intérêts, si c'est refuser d'appliquer des grilles de lecture morale et politique à nos rapports, à nos relations avec les autres animaux, au profit d'une considération esthétique, et ben voilà, c'est pas du tout une lecture qui prend en compte réellement le point de vue des animaux. Donc voilà, là c'est pour vous résumer parce que c'était un peu long de détailler tous ces éléments-là. Vous voyez mieux, j'espère maintenant, en quoi chacun de ces éléments a pour conséquence le rejet de l'antispécisme et en quoi c'est ça qui rend la pensée du vivant critiquable d'un point de vue antispéciste. Voilà. Et donc on en arrive à la dernière question, et là j'aimerais en profiter pour dézoomer un peu, pour replacer finalement cette pensée-là du vivant dans le contexte plus général de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la société vis-à-vis de cette question du spécisme et en particulier du carnisme. Alors, le carnisme, c'est... alors je vais dire deux mots sur le carnisme après. Ça te va mal de faire une petite pause à ce moment-là. Le carnisme, c'est l'idéologie qui cherche à justifier l'exploitation des autres animaux, et en particulier le fait de les manger, ou de s'approprier leur corps, les élever pour ça. Ça, c'est le carnisme. C'est un ensemble, une idéologie, c'est un ensemble de croyances et de valeurs. Donc, notamment, ça va s'appuyer sur des croyances, pour la grande majorité, fausses, par exemple que les animaux ne souffriraient pas, ou qu'ils n'ont pas telle capacité, qu'ils ne sont pas sentients, ou qu'ils sont bêtes, qu'ils ne sont pas intelligents, ou que finalement, ça peut être vraiment des croyances empiriques super fausses sur les conséquences que ça a pour eux. Bref. Il y a plein de croyances carnistes qui essaient de légitimer ça d'une façon ou d'une autre. Et donc ça, c'était le carnisme. Et en fait, il y a quelque chose de nouveau qui émerge, c'est ce qu'on appelle le néocarnisme. Et le néocarnisme, c'est intéressant parce que c'est le renouvellement du carnisme face à l'avancée, justement, du mouvement antispéciste, en fait. Face à notre avancée, au fait qu'on commence à contester ce carnisme, cette idéologie, à dire le spécisme ne va pas de soi et ne devrait pas aller de soi, le spécisme est injustifié, le spécisme est un rapport de domination, un ordre social qu'on peut changer, un ordre social qu'il faut changer, auquel il faut pouvoir mettre fin. On va face à l'avancée de ces arguments-là, et d'arguments encore plus précis d'égalité, en fait, de mobilisation de principes d'égalité, de justice et d'application de ces principes aux autres animaux, mais en fait, il y a le besoin, du coup, vu que le spécisme et le carnisme ne vont plus de soi, il y a besoin de produire de nouveaux discours. Il y a besoin de relégitimer un ordre qui commence à ne plus aller de soi. Il faut, de leur côté, en fait, pour garder l'ordre tel qu'il est, il faut faire un peu plus de travail, alors que jusque-là, il suffisait de nier le rapport de pouvoir, de dire le spécisme, ça n'existe pas. Le spécisme, c'est un néologisme inventé par les antispécistes pour se mettre en avant et pour faire sérieux, mais en fait, ça n'a aucune valeur. Donc ça, juste cette dénégation du spécisme, elle est encore présente, bien sûr. Ce qui est implicite dans tous leurs écrits, c'est de dire, oui, l'antispécisme, c'est une théorie un peu fumeuse, mais qui prétend que le spécisme existe alors que ça n'existe pas finalement. Cette lecture-là n'est pas valable, selon eux. Il y a encore un peu ça, juste cette dénégation du spécisme, qui était une des caractéristiques du carnisme, de juste nier leur... C'est commode quand on veut... perpétuer un ordre social, il suffit de nier son existence. Il suffit de dire, mais non, il n'y a pas du tout de domination entre les hommes et les femmes. Il y a juste des différences entre les hommes et les femmes. Et c'est normal, et les choses sont à leur place. Vous voyez, ça commence souvent par là, juste nier. Et quand c'est plus possible de juste nier, on essaye de passer à la justification. Et en fait, c'est ça le néocarnisme. C'est très intéressant. Le carnisme, c'est un concept qui a été présenté par la psychologue Mélanie Joy. Et c'est elle, donc en 2001, il me semble, et 10 ans plus tard, en 2011, elle a écrit un article pour présenter ce concept de néocarnisme. Et c'est vraiment un concept super intéressant, et je pense qu'on ne le mobilise pas suffisamment dans les milieux antispécistes, parce que ça permet d'analyser plein de choses, et notamment tous les discours contemporains de légitimation de l'ordre spéciste, c'est en fait des discours néocarnistes, qui sont très souvent des réponses très directes, ou un peu plus implicitement, aux antispécistes, à nos arguments, finalement. Ils sont en train d'essayer de rejustifier l'ordre social qui ne va plus de soi. Et donc, le néocarnisme, c'est une réaction. C'est ce qu'on appelle en anglais un backlash. C'est un retour de bâton face à l'avancée de certains arguments, une production nouvelle d'idéologie en réponse. Et c'est intéressant parce que le néocarnisme, en fait, il peut se décliner en plein de sous-discours différents. Il n'y a pas une unité forcément du néocarnisme. Il peut y avoir plein de néocarnismes différents. Et donc, alors un petit mot peut-être quand même
Oh non, remarquez, je vais passer ça. Mais juste, je dis rapidement, en 2023, continuer à nier l'existence du spécisme, c'est en fait de l'obscurantisme. C'est ne pas avoir connaissance de tous les écrits, de tous les savoirs qui sont produits par plein de disciplines extrêmement précises, extrêmement fondées. Je n'ai pas le temps de vous faire la démonstration que le spécisme existe, qu'il est étudié, que c'est quelque chose qui est à la fois contestable, mais en fait juste réel. Mais si vous écoutez comme un poisson dans l'eau, j'espère que vous en serez convaincus. J'invite énormément d'expertes et experts sur la question, notamment par exemple un psychologue, parce que c'est aussi des biais, on a des biais spécistes qui sont étudiés en psychologie sociale, qui sont objectivés en fait, empiriquement. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas, on peut être charitable et se dire que ces penseuses du vivant n'ont juste pas encore connaissance de ces avancées-là de la littérature scientifique, ou qui se voilent la face et qui n'ont pas envie de croire que c'est robuste et que ça existe parce que ça les arrange bien pour ce qu'ils sont en train de dire. Je ne sais pas, je laisse la possibilité ouverte. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous lire en détail cette citation, donc là c'est Mélanie Joy justement, je vous ai déjà dit cette idée, voilà, le néocarnisme c'est un glissement de la défense du déni à la justification. Et donc, pourquoi, c'est assez révélateur finalement ce que dit Baptiste Morisot ici, c'est révélateur que c'est un backlash, justement, que c'est pas juste du carnisme habituel qui nie le spécisme, que c'est vraiment une réaction très forte face à l'avancée de l'antispécisme, parce qu'il dit, s'il n'y avait qu'un principe à retenir dans ce qu'il présente lui comme projet, c'est-à-dire le régime terrestre, qui est voilà, l'alternative qu'il propose vis-à-vis de l'antispécisme, qui pour lui ne tient pas, et donc il faut juste le manger terrestre, c'est ça qu'il présente, c'est que s'il n'y a qu'un principe à retenir de ce qu'il présente, c'est qu'il refuse de ne pas manger les animaux par principe. Ce que nous on appelle, c'est-à-dire par principe les animaux ne sont pas comestibles. Effectivement, les animaux ne devraient pas être considérés, de même que les humains. Théoriquement on peut manger des humains, mais en fait intrinsèquement, il faut qu'on se dise que les humains, ce n'est pas des choses qui se mangent. Bah, de la même façon, les animaux, on appelle effectivement à ça, ça il a bien compris, on appelle à dire les animaux, ce n'est pas des choses qui se mangent. C'est des individus qui ont des intérêts et qu'on n'est pas censé asservir, si on peut faire autrement. Et donc, il dit que c'est plus important de lutter contre cette idée-là, du véganisme en fait, de l'antispécisme, que de lutter contre les élevages industriels. Alors qu'il critique bien les élevages industriels, c'est également pas terrestre dans son esprit, mais bon, s'il fallait retenir qu'un principe, c'est qu'il est plus opposé au véganisme, et pas qu'il est plus opposé à l'élevage industriel. Il ne pourrait pas se dire, bon mais certes, je ne suis pas exactement d'accord avec l'antispécisme, mais bon, le plus important c'est quand même d'arrêter de tuer 3 millions d'animaux par jour en France. Non, non, il ne se dit pas ça. Il se dit que c'est plus important dans sa philosophie d'avoir un seul principe, c'est d'être opposé à l'antispécisme. Vous voyez en quoi c'est un backlash? Vous voyez en quoi c'est vraiment, c'est au cœur de sa pensée selon lui finalement. C'est ça qu'il retient de plus important. Et c'est lui-même qui l'écrit, donc c'est bien, on n'a pas besoin de le dire pour lui. Et c'est là où c'est assez contestable et c'est assez grave hein, ce qu'ils font. On pourrait penser que c'est que des mots, mais en fait c'est des mots qui justifient des ordres sociaux qui tuent, qui asservissent et qui tuent des individus, 3 millions d'individus par jour en France, rien qu'en France. Plus de 70 milliards d'animaux terrestres dans le monde entier et des milliers de milliards d'animaux aquatiques. Donc c'est pas des choses anodines qu'ils sont en train de faire là. Il faut avoir une forme de responsabilité dans ses paroles, et quand on défend finalement des systèmes de domination et de pouvoir aussi écrasants pour un nombre d'individus aussi gigantesque que le spécisme, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je pense qu'on est légitime de les appeler à une forme de responsabilité intellectuelle vis-à-vis de leurs paroles sur le spécisme. Et donc ce fait de renvoyer, c'est quelque chose qui est assez commun à toute la pensée du vivant, de renvoyer dos à dos élevage industriel et véganisme, dans une sorte du biais du juste milieu de on met tout le monde, parce qu'en fait ça correspond à ce avec quoi tout le monde est déjà d'accord dans nos sociétés. C'est bon, là c'est acquis que tout le monde est contre les élevages industriels. On ne dit rien de nouveau, on ne dit rien de très révolutionnaire quand on dit qu'on est contre l'élevage industriel. Et donc si on dit aussi qu'on est contre le véganisme, bah finalement on fait qu'avaliser l'ordre social tel qu'il est, l'état du consensus. Alors certes on n'en est pas à avoir réduit l'élevage industriel, mais si on fait que le dire et qu'on tape sur le véganisme, ça ne va pas faire beaucoup avancer les choses. Et donc cette idée du biais du juste milieu, que bon, bah, faut pas partir dans les extrêmes, donc il y a l'extrême d'un côté c'est l'élevage industriel, et puis l'autre extrême c'est le véganisme. Et puis il faut être pile au milieu, et puis avoir juste un peu des égards ajustés avec les autres animaux, faut les manger un peu mais pas trop. C'est ça en fait hein, qui défend le manger terrestre, c'est on peut manger des animaux mais pas trop. Mais dans le respect, mais on peut quand même les manger. Voilà. Globalement, et par principe surtout, il ne faut pas qu'on s'empêche de les manger par principe. C'est vraiment ça. Et ça, c'est le principe fondamental, selon Baptiste Morisot, de sa pensée du vivant.
Voilà. Je vous explicite, je vous mets les sous-titres, hein, parce que sinon c'est un peu noyé dans les mots parfois. Mais vous voyez que ça correspond effectivement à ce qu'il écrit. Et donc en fait, Morizot ne fait qu'apporter sa pierre à l'entreprise de maintien du statu quo, de l'ordre social, de la domination humaine telle qu'il est actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est, je vous disais, le néocarnisme, ça a cette particularité de pouvoir se combiner en fait avec des éléments, avec des idéologies différentes, d'avoir plusieurs versions. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux versions actuelles, moi que j'identifie. Là, ça n'a pas été écrit particulièrement quelque part, donc c'est sujet à caution, c'est juste ce que je vous propose, mais ça se trouve, c'est pas les bonnes façons, puis il y a peut-être des façons beaucoup plus précises d'analyser les choses. J'invite beaucoup de personnes à le faire, à en discuter et à voir quels sont les différents néocarnismes contemporains. Et moi, j'en identifie deux, en particulier à gauche, parce qu'il y a un néocarnisme qui est, je sais pas si, qui connaît Paul Sugy, ici? Ouais, quelques personnes. Voilà, c'est un éditorialiste, un journaliste au Figaro qui a écrit un brûlot contre l'antispécisme. C'est quelqu'un de profondément réactionnaire qui a des accointances avec l'extrême droite. Lui, quand il défend le spécisme, il le fait avec une forme de cohérence parce que tout son projet de société est un projet réactionnaire qui cherche à relégitimer les ordres sociaux tels qu'ils sont, et pas que l'ordre spéciste, l'ordre patriarcal, l'ordre raciste, voilà, tous ces ordres-là. Donc il y a une forme de cohérence finalement dans sa pensée, il faut lui octroyer ça. Ce qui est spécifique au néocarnisme de gauche, c'est qu'il y a une forme d'incohérence, en fait, parce qu'a priori, si on est de gauche, on est contre ces ordres-là, on est contre tous les ordres sociaux arbitraires de domination, on est contre le sexisme, contre le racisme, contre le validisme, contre... voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais il y en a un paquet, mais il y a notamment le spécisme, en fait, et ça, il est un peu oublié à gauche. Et donc, il y a cette forme de dissonance dans la pensée du néocarnisme de gauche, de figures qui se pensent sincèrement et légitimement de gauche, sur plein d'autres idées et sur plein d'autres aspects, je ne conteste pas ça, notamment Morizot c'est plutôt un pensée de gauche, il se dit anticapitaliste notamment, voilà. Mais le problème c'est que comment on fait pour concilier, quand on veut continuer à défendre le spécisme, comment on fait pour concilier la défense d'un ordre de domination avec la dénonciation des autres ordres de domination. Et c'est là, c'est ce fait de devoir maquiller finalement son spéciste derrière une pensée de gauche, par ailleurs, qui fait la spécificité des néocarnismes contemporains de gauche. Et vraiment, la pensée du vivant, c'est une production, voilà, je vous l'apprends, si ce n'était pas clair jusque-là, c'est une production, c'est un des avatars actuels de la pensée néocarniste, dite de gauche, qui se dissimule derrière des idées de gauche, mais qui sont des projets réactionnaires, in fine, sur la question animale, du moins, qui sont des projets conservateurs, en tout cas, de l'ordre social tel qu'il est, qui se dissimulent derrière des idées qui, elles, sont effectivement progressistes. Mais ça fait un projet pas tout cohérent, quoi, parce que quand on garde une oppression et qu'on cherche même explicitement à la légitimer dans le tas, ça fait globalement pas un projet super progressiste ou pas le plus progressiste qui soit, pas le plus libérateur, pas le plus émancipateur. Et donc en fait, ce qu'on a analysé jusque-là, cette espèce de néocarnisme qu'on pourrait dire vitaliste, pour parler du vivant, de Baptiste Morizot, la version écolo en fait du néocarnisme, et ben, on peut voir qu'il y a un peu un autre versant, une autre version plutôt du néocarnisme contemporain, qui est défendue par une figure comme Jocelyne Porcher. Qui connaît Jocelyne Porcher dans la salle? Ah, plus de gens. Ah oui, là, ça y est, okay, pas mal. Super. Ben, en fait, je pense que c'est les deux figures qui incarnent le mieux les deux versions de gauche du néocarnisme. Vous voyez, Jocelyne Porcher avec le néocarnisme un peu pastoral qui va défendre les petits élevages, qui va dire, voilà, pareil, hein, un peu. Il y a beaucoup d'éléments communs, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments communs dans leur discours, et que ce qui fait les ponts entre leurs discours, ce qui fait les éléments qui sont en commun entre eux, c'est justement les éléments néocarnistes. C'est les éléments de défense de la domination humaine, de l'ordre spéciste tel qu'il est. Et les mêmes arguments, les mêmes rhétoriques qui sont mobilisés. C'est ce que j'aimerais vous décrire là pour le restant du temps que j'ai. C'est qu'on retrouve ces éléments communs chez l'un comme chez l'autre. Et notamment, je m'arrête juste sur cet élément-là, il y aurait beaucoup plus de choses à décrire, mais comme ça j'ai le temps d'entrer un tout petit peu dans le détail, dans un des éléments qu'on retrouve à la fois dans la version Jocelyne Porcher du néocarnisme et dans la version Baptiste Morizot, Pensée du vivant, du néocarnisme. Et c'est une espèce de façon de parler, de légitimer la mort qui est très mystique, qui rejoint ce qu'on a dit plus tôt sur un peu l'idée de nature, une façon de prendre l'ordre des choses tel qu'il est, et puis on n'a rien à changer. Et c'est tous les discours que vous entendez très certainement, je suis sûr que vous avez entendu, soit la mort fait partie de la vie, il faut accepter la mort, même la mort est ce qui engendre la vie, on ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas d'autres individus qui mourraient. La mort voilà, est acceptable si elle est ritualisée, il faut que ce soit fait avec le respect, voilà, il faut pouvoir tuer les animaux dans les petits élevages avec respect, presque en les regardant dans les yeux au moment de leur trancher le cou. C'est un truc, moi, qui me glace le sang.
cette idée, mais qui en fait est assez répandue, que si on a le courage de plus être déconnecté, d'être dans nos petits supermarchés et d'avoir les corps des animaux déjà tout prêts et complètement objectivés, donc on voit plus que c'était un animal avant. Mais en fait, si on avait le courage d'aller dans des petits élevages et de tuer nous-mêmes les petits animaux ou dans notre jardin, là c'est ok de le faire. Pourquoi? Je ne comprends pas, vraiment. Pourquoi cette idée que si c'était fait à petite échelle, je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire de tuer un animal avec respect, c'est en ayant une minute pour penser à ce qu'a été sa vie, certes, ok, de notre point de vue c'est très différent, à mon avis c'est beaucoup plus dur à vivre et puis ça crée beaucoup plus de dissonance en nous d'avoir à tuer un individu nous-mêmes, mais en fait du point de vue de l'animal il est tué pareil. Et c'est ça qu'on appelle à chaque fois dans l'antispécisme à penser, c'est qu'est-ce qui se passe du côté des animaux qui sont opprimés, qui sont tués, qui souffrent. Et du côté des animaux qui souffrent, la fin est la même. La fin c'est la mort, et la mort elle est scandaleuse pour les animaux qui meurent. Pour tous les animaux, humains compris, quand on meurt, on trouve ça le plus souvent scandaleux, surtout quand c'est le résultat d'un asservissement et d'un ordre injuste, d'une domination totale sur les vies et sur la mort. Donc cette idée qu'il faut accepter la mort et que c'est l'ordre des choses, cette espèce de façon très mystique, de pensée magique, de parler de la mort, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois chez Jocelyne Porcher et chez les penseuses du vivant. Et c'est de nouveau quelque chose évidemment qu'on retrouve chez Baptiste Morisot, qui parle par exemple de manger des animaux, c'est une fête vivante. Et il dit parce que c'est la vie. Je ne vous lis pas en détail, mais il dit ce dont je vous ai parlé là, cette idée que bon bah voilà, c'est comme ça, et puis il faut accepter la mort, et puis si c'est fait avec le respect, c'est ok en gros. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez un autre auteur qui peut être attaché à un peu cette sphère du vivant. C'est un anthropologue, de nouveau, c'est intéressant, Charles Stepanov, qui écrit dans L'animal et la mort. Alors là, c'est du coup un concentré de toute cette mystique et cette justification de la mise à mort. C'est un livre sur la chasse. Et la chasse, c'est intéressant parce que ça joue dans ce paradigme de la prédation dont je parlais plus tôt, qui est un des verrous du spécisme. Si on arrive à défendre la chasse, on peut justifier de manger des animaux du coup. Et du coup, il écrit « Manger ce que l'on tue et tuer ce que l'on mange, c'est maintenir la violence à un niveau proche et social. C'est la garder sous contrôle et l'entourer des égards. » Là, c'est intéressant, je ne vous ai pas dit, mais Baptiste Morisot, il parle d'égards ajustés, c'est ce qui présente le manger terrestre, c'est faire preuve d'égards ajustés avec les animaux. C'est intéressant de retrouver le même vocabulaire. Des égards dus à ceux qui nous nourrissent, qui constituent notre chair de leur mort. Vous voyez cette idée que la mort entraîne la vie, en fait. Les animaux, on donne la vie aux animaux en les élevant, et par leur mort, ils nous rendent la vie qu'on leur a donnée. Vous voyez cette espèce de cycle de la vie, de cercle de la vie, cette pensée magique, cette pensée mystique qui permet de justifier ce qui n'est pas juste une mort naturelle, une mort sans souffrance à la fin d'une longue vie heureuse, mais ce qui est la mise à mort injuste suite à une vie de souffrance dans des élevages. C'est pas la même chose une fois de plus, c'est pas les mêmes morts. Et qui survivent ainsi dans les palpitations de nos corps. Les chasses terrestres réaffirment une dépendance des humains à l'égard du vivant, toujours cette même idée comme Baptiste Morisot qu'il faut se tisser dans les interdépendances, et donc la mise à mort finalement, ça relève de la même façon de ce qu'on a toujours fait, de la prédation, du cycle de la vie et de la mort et de la vie qui s'enchaînent. Et une insertion de notre espèce parmi les autres, dans le cycle infini des prédations. Vous voyez cette idée un peu du cycle qui émerge, qui est très explicite là. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez une écoféministe qui s'appelle Val Plumwood. Ça me fait mal au cœur parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de vigilance et même des personnes qui sont antispécistes peuvent, par exemple, citer Val Plumwood comme une pensée, une figure intéressante, une figure de référence pour penser le rapport aux animaux, alors qu'en fait, Val Plumwood, elle est dans ce discours du vivant, de légitimation de la mise à mort des animaux. C'est un peu plus vicieux chez Val Plumwood, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a failli mourir parce qu'elle a été croquée par un crocodile en Australie. Et elle en a échappé de très peu. Et en fait, ce qu'elle en a déduit, face à cette frayeur absolue, cette peur de la mort qu'elle a eue face à la gueule du crocodile, c'est de dire, bon, bah, en fait, il faut accepter notre nature d'aliment. Nous aussi, on est des aliments. Plutôt que d'accepter le fait qu'on n'est pas légitime à manger les autres animaux, elle dit, bah non, en fait, elle fait la cohérence, mais dans l'autre sens. Finalement, elle dit, ok, nous aussi, on peut être mangé, il faut qu'on accepte ça. Humain, on est comestible, on reste dans ce cycle de la vie infernale. Elle est presque plus cohérente que les autres, parce que les autres n'ont pas tendance à dire qu'il faut se laisser manger par d'autres animaux. Ils acceptent le fait qu'on n'applique pas des critères de prédation au sein des humains, par exemple. C'est plutôt une bonne idée en général. Val Plumwood, elle pousse le projet à l'inverse, dans la cohérence extrême de dire, bah voilà, on est tous inscrits dans le tissu du vivant et on est tous des aliments. Il faut accepter ça. Et moi, face à ce discours-là de la mystique de la mort, je me souviens, dans mon expérience, dans ma construction intellectuelle, il y a quelques années, j'avais écouté cette interview d'Édouard Louis, suite à la sortie de son livre « Qui a tué mon père ?» J'aime beaucoup cet auteur. Et en fait, il avait
eu une formule qui m'est restée depuis, qui m'avait vraiment fait profondément changer de perspective. Il avait dit, la politique c'est littéralement une question de vie ou de mort. La politique, c'est pas juste des trucs abstraits, c'est pas juste de la délibération, c'est pas juste des gens qui votent des lois. En fait, les lois qui sont votées, elles sont appliquées, les lois, elles ont des conséquences, et les conséquences, c'est qui vit et qui meurt. Et c'est des conséquences directes sur des individus. La politique, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est ce qu'essaient de nier les penseuses du vivant, et le néocarnisme en général, c'est la dimension profondément politique du choix de qui a le droit de vivre et de qui a le droit de mourir. En fait, ce qui légitime en disant la mort fait partie de la vie c'est la mort engendre la vie, c'est le droit de vie ou de mort que se sont octroyés les humains sur les autres animaux, qui n'est pas du tout la même chose, qui est une forme de domination et qui est un choix politique imposé à des individus qui n'ont pas eu le choix et qui n'ont pas été intégrés politiquement à cette décision de les tuer ou de les asservir. Donc en fait, il faut être un peu sérieux sur cette question-là et reconnaître que ce sont des questions profondément politiques, que les animaux sont aussi le sujet finalement, bien malgré eux, de nos réflexions et des conséquences de nos choix politiques en tant qu'humains qui appliquons sur eux les choix qu'on fait, et notamment le choix de continuer à les tuer, à les asservir, à les élever, à les dominer complètement. La politique, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, pour voir comment cette mystique de la mort se retrouve également et sous les mêmes formes dans la pensée de Jocelyne Porcher, je vous invite à écouter l'épisode qui est sorti, alors il y a exactement une semaine, dans Comme un poisson dans l'eau, avec Axel Plius-Bror. On a analysé, en fait, elle décortique extrêmement bien cette pensée néocarniste, en quoi la pensée de Jocelyne Porcher, déjà, est non fondée, est fondée sur des formes de mystification, sur notamment une forme de mystique, qui n'est que la défense d'un ordre social de la même façon. En quoi c'est injustifié et en quoi ça relève de la même mystique. On parle à un moment de la mystique de la mort dans l'épisode, et donc vous verrez, si vous allez écouter cet épisode, vous verrez sûrement les liens qui existent avec la pensée notamment de Baptiste Morisot, et en fait les liens qui existent, c'est le néocarnisme, c'est ça qu'ils ont en commun dans cette mystique de la mort. Voilà, je suis entré un peu plus en détail sur cette question pour que vous voyez qu'il y a des ponts objectifs qui existent entre ces deux sphères, qui sont très connectées, mais d'ailleurs Jocelyne Porcher est invitée à des événements écolos, participe un tout petit peu à cette sphère du vivant. À l'inverse, la pensée du vivant est très largement anticapitaliste, au moins dans le déclaratif, dans ce qui est écrit. Morisot se dit anticapitaliste, parce que bon, l'écologie actuelle, le consensus c'est quand même de reconnaître que le capitalisme a été un des responsables majeurs des crises écologiques. Donc c'est assez logique quand on est écolo d'être anticapitaliste. Donc voilà, c'est assez proche quand même ces deux discours, mais disons, c'est juste le paravent n'est pas exactement le même s'il y a des liens. Il y a une version du néocarnisme qui se cache derrière un discours écolo, et il y a une version du néocarnisme qui se cache derrière un discours anticapitaliste. Et c'est profondément incohérent de chercher à légitimer l'ordre spéciste derrière ces paravents-là de gauche. Voilà, j'en viens un peu à la conclusion de cette conférence. J'espère que je ne vous ai pas perdu et que vous êtes encore tous réveillés. Alors déjà, on a commencé la réflexion en se demandant si les penseuses du vivant sont nos alliés, sont des alliés de l'antispécisme. Non. Voilà, tout est dit. Parce qu'elles défendent un projet écologiste qui ignore volontairement les intérêts d'un ensemble gigantesque d'individus. Voilà, je n'ai pas besoin de répéter pourquoi. Et qui semble finalement complètement s'accommoder, au moins d'une oppression et d'une domination qui met en doute tout leur projet finalement, parce que si on garde une des dominations dans le lot, ça augure mal du caractère réellement émancipateur de leur projet écologiste. Donc je pense qu'une écologie qui ne pense pas, qui n'intègre pas la question du rapport d'oppression qu'est le spécisme, sera une écologie profondément incomplète, qui ne pourra pas être réellement émancipatrice. Et enfin, il y a une façon plus précise de dire les choses là dans cette conclusion, c'est que on commence quand même à gagner. Le néocarnisme, c'est une réaction face à la montée de nos arguments et face à la contestation du spécisme. Donc c'est déjà pas mal de les forcer à produire des nouvelles choses, à les mettre un peu au travail pour essayer de continuer à légitimer un ordre social inégalitaire et injuste. Donc c'est déjà pas mal. On arrive à imposer la question animale dans l'ordre des choses. Ils se sentent obligés de publier 30 pages à la fin de leur livre pour justifier de leur spécisme. C'est pas mal. Ça ouvre le débat, ça permet de répondre, ça permet d'imposer la question animale. Donc, ok. Le risque maintenant, c'est que la question qu'on ouvre, la question animale, finalement, elle soit préemptée par des gens qui prétendent la prendre en charge, mais qui n'en donnent pas une réponse antispéciste.
C'est-à-dire ces gens-là, les néocarnistes, ils nous disent, bah oui, pardon, bah oui, on a pensé, je m'emporte, bah oui, on a pensé la question animale. Nous, on la prend en charge. Jocelyne Porchet, elle va nous dire, bah oui, moi je regarde un petit peu la relation avec les autres animaux. Morisot, les penseuses du vivant, ils nous disent, mais oui, regardez tous nos livres sur les animaux, vous n'allez pas dire qu'on n'a pas pensé la question. On soulève évidemment la question animale. Le problème, c'est qu'on a vu, la réponse qu'il donne à cette question-là n'est pas la même que la nôtre. Et même extrêmement opposée. C'est ce que disait Latour, hein. Il disait multispécisme et antispécisme, des réponses opposées à cette question-là. Ils sont très explicites en fait sur ça. Et donc il faut qu'on fasse attention à ce que la question qu'on arrive à faire soulever dans la société ne soit pas préemptée par une réponse qui maintient l'ordre social tel qu'il est, qui ne répond pas réellement à la question que nous on voulait soulever. Parce que c'est une façon de nous empêcher finalement de continuer à contester cet ordre-là en disant bah si, on y répond, regardez. Et puis ça a du succès, hein, objectivement, autant le discours de Jocelyne Porchet que les discours des penseuses du vivant marchent très bien. Pourquoi ça marche très bien, et même à gauche? Parce que ça vient, c'est confortable en fait. Une fois qu'on y croit un peu et qu'on n'a pas envie d'aller gratter trop, bah finalement ça vient légitimer les préjugés spécistes que tout le monde a déjà. Et donc c'est une pensée qui convient bien, aux personnes qui n'ont pas envie de s'interroger sur la question du spécisme. Et donc, je vous ai toujours pas parlé finalement de poil à gratter. dans cette conférence, on dirait presque que j'en ai oublié le titre. En fait non, c'est là que ça arrive. Le poil à gratter, je sais pas si moi j'ai vécu ça en primaire, c'était pas très agréable. Les poils à gratter, c'est ces petites baies, les petites baies rouges là, je sais même pas si c'est des baies, moi je suis pas très naturaliste pour le coup, je réfléchis plutôt en termes éthiques, qu'on mettait parfois dans nos vêtements, sous nos t-shirts, qu'on nous mettait dans le dos, et en fait qui une fois écrasés crée des démangeaisons. Je sais pas si vous voyez un peu, je vous souhaite que vous n'ayez pas vécu la même chose que en primaire. Et le fait est que si en fait il y avait un truc de si on n'y touche pas trop, si on se débarrasse un peu des baies, qu'on fait tout tomber et qu'on n'aplatit rien, bon bah ça nous embête un peu, mais ça va. Et le pire c'est quand on commence à gratter, quand on écrase les baies et quand en fait on finissait avec des dos complètement rouges, complètement écorchés. Quel est le lien avec l'écologie que je cherche à faire ici avec le poil à gratter? En fait c'est que l'antispécisme est à l'écologie ce que le poil à gratter est à nos dos. C'est-à-dire que ça embête un peu, on les embête un peu en fait avec notre antispécisme, parce que vu que c'est des projets qui se présentent comme émancipateurs, tant qu'ils ne pensent pas à la question du spécisme, ils ne sont pas réellement émancipateurs et ça les embête. C'est justement, ça pointe l'incohérence de leur discours par rapport à leur progressisme affiché. Et donc, l'idée c'est que, moi j'ai envie de dire, il faut aller gratter, dès qu'on gratte un petit peu sur qu'est-ce qu'ils disent sur le spécisme, on voit que ça gratte très fort et que ça laisse des marques rouges, en fait, sur leur projet. Parce que ça ne marche pas, parce que ça ne tient pas, in fine. Et donc moi je dis, ok, il faut arrêter de juste essayer d'effacer, d'invisibiliser, d'oublier la question du spécisme, il faut la prendre à bras le corps, et c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait suffisamment au sein de l'écologie politique, mais je suis très optimiste sur la possibilité de ce projet intellectuel et politique, de juste, ça a déjà été fait par rapport à d'autres questions, hein. Le racisme, le colonialisme a été le poil à gratter il y a quelques années, ou l'est encore d'ailleurs, des projets écolos, et maintenant les projets écolos essayent d'intégrer ces questions-là de rapports de domination intra-humaine. Bon, bah, il y a juste à créer de nouveaux projets, à réfléchir un petit peu sans être buté et sans chercher juste à relégitimer l'ordre social tel qu'il est, en fait à intégrer l'antispécisme dans une réflexion écologiste profondément émancipatrice. Donc voilà pourquoi ça gratte dans l'écologie, et ça, a priori si on continue à bien faire notre boulot, ça va continuer à gratter. Et c'est bien, j'espère que ce sera l'objet de réflexion au sein de l'écologie, de positions un peu plus claires, mais de positions dans le bon sens, pas de positions qui tombent du côté du spécisme comme le positionnement de Baptiste Morisot, mais de positionnements antispécistes qui s'intègrent et qui se fusionnent, qui créent des réflexions au sein de l'écologie pour penser un projet qui mette fin à toutes les formes d'oppression et qui soit une crise réelle, une réponse réelle et intéressante et émancipatrice aux crises écologistes. Voilà, je crois que ça résume à peu près ce que je voulais vous dire ce soir. On va pouvoir avoir plein de questions.